quand tout ce que tu as connu dans ta vie, c'est l'EPS, où tu avais 2 en notes et puis que en plus tu étais tout le temps dans le rouge de tes ressources, c'est difficile quand tu as mis tout ça de côté jusqu'à 30 ans et puis tu te dis: «Allez, je voudrais refaire des efforts», bah, se remettre à l'activité quand tout ce que tu as vécu, c'était ça, il y a pas mal de choses à changer, quoi. Mais en fait, la difficulté, c'est de faire comprendre aux gens, à la population dont c'est pas le métier, que par rapport à nos capacités cardio, quand on s'entraîne pas, on est pile poil à un truc où l'intensité de courir doucement est déjà trop élevée. Sauf que quand tu vas courir, comme tout le monde se met à courir, tu vas courir sur les quais de ta ville pour enclencher Strava et pour faire la photo, pour montrer que tu cours. Et en fait, tu vas naturellement te mettre dans un truc qui est pas adapté à tes besoins, mais t'auras couru, quoi. Mais t'auras pas pris de plaisir et t'auras pas compris qu'on peut prendre du plaisir. On sait, par exemple, il y a un truc un peu mythique dans le domaine de l'entraînement, c'est la série unique. La série unique, ça fonctionne, quoi. C'est aussi intéressant, il y a des papiers sur le vieillissement qui montrent qu'au final, très souvent, les problématiques de chute, elles sont liées à la force, mais elles sont aussi liées justement au timing de la force, donc à l'explosivité. Le meilleur ami de la périodisation, c'est la gomme. Les recommandations actuelles, elles montrent que l'effet fréquence a pas nécessairement d'influence sur les adaptations. Mais au final, si tu fais 10 séries une fois, ou si tu fais 5 fois 2 séries, ou si tu fais, etc., etc., mais au total, de façon hebdomadaire, tu es tout le temps sur le même volume total, tu as les mêmes adaptations au bout de 4, 6, 8 semaines. Bienvenue sur Entendons, le podcast qui t'aide à t'épanouir en tant que kiné. Je m'appelle Augustin Castel, je suis kiné du sport et hôte de ce podcast qui est produit avec cœur par Full Physio. Alors chaque mois, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à même visionner nos épisodes dans lesquels nous recevons des professionnels passionnés qui viennent partager leurs astuces et leurs meilleurs conseils pour booster votre pratique clinique. D'ailleurs, un petit mot à propos de Full Physio qui est l'app incontournable utilisée par plus de 20 000 professionnels de la santé. Full Physio, c'est ton allié pour rester à la pointe en kiné, ainsi que proposer des traitements optimaux à tes patients et patientes. Plus concrètement, Full Physio, ce sont des milliers de ressources pour te faire gagner du temps dans ta veille scientifique, des outils cliniques tels que la prescription d'exercices, des fiches d'éducation thérapeutique, des bilans, ainsi que des formations en e-learning et en présentiel. Alors si toi aussi tu as envie de passer au niveau supérieur dans ta pratique, rejoins-nous sur fullphysio.com et promis, tu ne seras pas déçu. Et maintenant, place à l'épisode. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jason Feugré qui est préparateur physique et vous le connaissez peut-être sous le nom de Prépa et Performance, notamment sur YouTube où il publie du contenu hyper qualitatif gravitant autour de la préparation physique. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, forcément, on va discuter de plein de choses, mais notamment des qualités physiques, c'est-à-dire la mobilité, l'hypertrophie, la force maximale. Et on va essayer d'un petit peu déblayer le terrain sur des termes obscurs qu'on peut rencontrer dans la littérature, notamment par exemple la pliométrie, la force réactive, etc., etc. Bref, c'est un épisode passionnant, super dense. On a plus de 2h20 d'enregistrement, mais voilà, on espère que ça va vous plaire. Et puis surtout, bon épisode. Hey, salut, petit message vite fait simplement pour t'informer que tu es en train d'écouter la deuxième partie d'un épisode de podcast qui a en fait duré plus de 2 heures ou 1 heure et demie, ça dépend un petit peu des épisodes. Et pour trouver la première partie, on t'invite à simplement remonter un petit peu dans le flux des épisodes et tu la trouveras très facilement. Donc voilà, pour pas que tu te demandes où est-ce que tu es tombé, parce que forcément cet épisode, ou en tout cas cette deuxième partie, commence un petit peu de but en blanc, vu que c'est la continuité de la première partie. Allez, bon épisode. C'est vrai. Et mais alors, je te propose qu'on avance un petit peu dans nos thématiques, parce que là, on déblaye pas mal de terrain, donc je te remercie, hein. Franchement, c'est hyper clair ce que tu nous exposes et c'est hyper intéressant. Donc, j'apprends aussi en même temps que vous qui nous écoutez certaines choses et tout, donc c'est trop chouette. Euh, on va parler ici un peu de force maximale, encore une fois, mais plutôt d'un volet spécifique de la force maximale qui est le temps de repos. C'est souvent une limite avancée dans le travail de force maximale, enfin une limite en disant, OK, il faut entre 3 et 5 minutes de repos entre chaque série, ce qui est assez chronophage. Ça amuse pas grand monde, hein, d'attendre 5 minutes, entre guillemets. Euh, En tout cas, pour s'assurer une récupération optimale et pouvoir remettre de l'intensité par derrière. Euh, alors ici, je vais parler un petit peu sous la vision kiné, mais comment est-ce que nous, en tant que kiné, selon toi, on pourrait développer cette force maximale avec des temps de séance qui sont au final assez réduits? Parce que nous, on a 25-30 minutes. Alors, la première réponse, tu pourrais me dire, en fait, c'est pas possible et voilà pourquoi. Ou est-ce que, quand même, pour toi, en 20-30 minutes de séance, on peut faire un travail de force maximale? Pourquoi je demande ça? Parce que, en fait, si on calcule et qu'on prend 5 minutes de repos entre chaque série,
En fait, on fait pas beaucoup. On fait, on fait 4 séries et puis, basta, time terminé. Et le patient, c'est malheureux, mais enfin, c'est pas malheureux, je peux comprendre. Si on lui fait juste faire 4 séries d'exercices, d'un exercice en plus, il y a des chances pour qu'ils disent, «C'est tout?» Enfin, voilà. Et bien qu'on puisse lui dire que la dernière revue de littérature machin appuie ça ou ça ou ça, il s'en fout. Lui, c'est aussi l'aspect un peu ludique et aussi l'aspect un peu il bouge. Donc voilà, quel serait ton avis là-dessus? Je sais que tu es prépa physique, tu es pas kiné et je te demande des questions kiné, mais c'est justement pour avoir ton avis sur ça, je trouve ça hyper intéressant. Oui, puis moi, ça me permet de réfléchir un peu différemment. Au contraire, ça me stimule. OK. Euh, Bah, je te dirais que si tu voulais faire un mec qui fait de la force athlétique, en 30 minutes, tu pourrais pas, c'est Mmh. sûr. Par contre, clairement, partir de quelqu'un qui est pas spécialiste en force et lui améliorer ses qualités de force, en 30 minutes, Mmh mh. faut déjà avoir les qualités nerveuses de tenir un entraînement de 30 minutes, ouais. Mmh. En gros, le truc, on revient un petit peu à notre rapport intensité, volume, récupération de tout à l'heure. Moi, j'image souvent le truc avec une pyramide parce que c'est plus facile à comprendre. Ouais. On sait, depuis très longtemps maintenant, depuis des centaines d'années, que pour développer de la force, en gros, c'est supérieur à 80% de nos capacités. Mmh. Donc, quand on est dans le range 80-100%, on applique ça à la 1RM, bah, de toute façon, on va développer des adaptations en termes de force. Pourquoi? Parce que l'intensité, elle est très élevée et nécessairement, si cette intensité est très élevée dans notre pyramide, en contrepartie, si on veut être capable de la reproduire, il va falloir pas mal de récup. Mais la force, c'est à la fois des phénomènes structurels et majoritairement des phénomènes nerveux. Donc, dans cette intensité, si tu es sur des intensités maximales, tu vas avoir des adaptations nerveuses. Après, est-ce que tu auras des adaptations f- structurelles? Ça va plutôt dépendre du volume et des trajets moteurs, etc., des tensions sur des amplitudes. Mmh. Euh, Tu vois, par exemple, tu as des protocoles en isométrie. Tu peux faire du 8 fois 5 secondes de pression ou de traction maximale. Et là, tu vas mettre que 1 minute de récup. Parce Ouais. que le fait qu'il n'y ait pas de déplacement, il va y avoir beaucoup moins de fatigue. En même temps, c'est des efforts vraiment anaérobie à lactique. 5 secondes, tu dépenses que de la phosphocréatine, quoi. Donc, Mmh. ça se recharge, tu as plusieurs temps de resynthèse, mais t'es pas obligé d'attendre ton deuxième temps de resynthèse pour venir restimuler. Donc, le mec qui va faire vraiment de la force parce qu'il veut parce qu'à chaque fois qu'il fait une série, il veut aller au bout de l'intensité. Oui, il va avoir besoin de 5, 10 minutes de récup entre 2 efforts. Ouais. Le patient qui, de toute façon, a pas des structures, a pas, un niveau d'activation nerveuse qui lui permet d'atteindre ces intensités-là, parce que de la même façon, un RM ou une MVC que tu vas faire à quelqu'un de sédentaire, Ouais. non entraîné, t'atteindras pas des hauts niveaux. C'est pas uniquement de la force, c'est de la capacité à s'activer, quoi. Ouais. Donc l'important, c'est juste de lui permettre de créer ses capacités d'activation à haute intensité. Vas-y, tu vas pousser ou tu vas tirer cette barre le plus fort et le plus vite possible. Ça va durer 5 secondes. Tu vas voir, ça va pas être rigolo, mais c'est que 5 secondes, quoi. T'es OK. prêt? Allez, pousse, 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 allez, 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 Ouais. allez. Et J'ai puis presque envie de pousser là. Je et tu vois, cette aide, ce coaching, ça va. Là, tu peux être à peu près sûr que tu as emmené la personne sur haute intensité de stimulation. Ouais. Par contre, isométrie, peu de mouvement, peu de fatigue, tu as 1 minute et tu retapes ta série, quoi. Donc là, OK. sur de l'isométrie, bah, en plus, si tu proposais plusieurs exercices, plusieurs positions, plusieurs patterns, bah, potentiellement, tu peux très bien ne pas aller sur du 10 séries et tu vas en faire 4 et puis tu vas faire 3 fois 4 fois 5 secondes, par exemple. Mmh. Bah, si à chaque fois tu n'as qu'1 minute de récup, en 15 minutes, tu as déjà fait de la Bah, force, quoi. Et puis si, en plus, dans le meilleur des mondes, tu as des capteurs qui te permettent de calculer les newtons de pression que tu vas avoir pendant ton geste, mmh. bah là, clairement, tu vas voir, est-ce que j'atteins toujours les mêmes plateaux ou est-ce que très vite, il y a de la chute dans le plateau?
La Mmh. chute dans le plateau, ça peut être, je l'ai pas suffisamment stimulé parce que j'ai vu qu'il, puis j'ai plusieurs patients en même temps et puis je l'ai laissé un peu en autonomie. Bah, on a tous des stratégies de pacing quand on est sur de la haute intensité, Ouais, du sportif de haut niveau jusqu'au patient. ouais. Donc c'est, est-ce que, ah bah non, là c'est parce que j'étais pas derrière. Mais par contre, si à chaque fois t'es derrière à le coacher et compagnie, bah potentiellement là ça peut être un vrai signe de se dire, bah en termes de volume, t'as eu ta dose, quoi. Mmh. OK. Donc pour Donc moi, ce serait de réfléchir d'un côté, est-ce que la priorité, c'est adaptation structurelle? Là, il y a un moment où alors, on va avoir des adaptations structurelles sur de l'isométrie, mais si c'est pour du quotidien, sur des patterns de mouvement du quotidien, parce que réadaptation, etc., il va quand même falloir un moment des trajets moteurs un peu plus conséquents. ouais. Mais si la priorité, c'est le nerveux, c'est juste d'être capable de dire à la personne, elle a jamais fait de force de sa vie, elle sait pas ce que c'est que de s'activer, que d'avoir une consigne du cerveau qui part vite, Mmh. qui part épaisse, qui va vite, qui arrive aux motoneurones, qui stimule fort, qui active beaucoup de fibres musculaires. En fait, tout ça, c'est que de l'ordre, c'est que ça se passe que là-haut, quoi. Ouais, c'est ça. Déjà, quand on développe ça, le reste va mieux, quoi. OK. Donc c'est vraiment cet apport de l'isométrie, mais c'est intéressant parce que je trouve qu'on parle de plus en plus de l'isométrie ces Ouais, dernières années. Moi, j'avais suivi allez, pas un cours, une formation plutôt, avec Alex Natera sur Sportsmith, qui ouais, est un gars qui a vachement, enfin moi en tout cas, qui m'a appris énormément à propos de l'isométrie. Et je pensais pas qu'il y avait tant à dire. Et c'est hyper intéressant. c'est Ça, passionnant. ouais, franchement, c'est un truc de fou. Après, idéalement, je trouve que c'est, comme tu l'as dit, ce système de feedback. Donc, avoir un système qui te permet de quantifier la force qui est exercée, c'est vraiment le must si vraiment tu veux, enfin, si vraiment on veut pousser cet entraînement isométrique, que ce Ouais, soit des plateformes de force, que ce soit des dynamomètres. Et là, on peut vraiment faire des trucs géniaux, je pense. totalement. Mais ça demande un petit peu de matos, mais même sans matos, hein, moi, je fais de l'iso au cab avec des sangles à 3 euros de chez Action, que je cale dans le rack à squat. Et on fait déjà de l'ISO comme ça. Et ok, oui, j'ai mon dynamo, mais honnêtement, c'est chronophage de tout le temps l'accrocher, mesurer la Ouais, force. Il y a aussi cet aspect-là. Tandis que si tu as peut-être une plateforme de force qui est toujours en place et qui est toujours allumée, c'est peut-être plus simple. Mais honnêtement, et les patients sont souvent surpris avec l'isométrie. Ils finissent leur série, ils font, mais waouh, ça m'a, ça m'a vraiment fait travailler, quoi. Donc c'est cool que tu la mentionnes parce que je trouve que c'est hyper intéressant. pour moi, c'est une entrée centrale. On avait mis un protocole de recherche en place sur les oppositions force-vitesse, justement, et les adaptations, que ce Mhm. soit en gros sur le système muscle-tendon euh, en laboratoire. Et on avait un public varié. On avait au départ 33 participants à l'étude, très variés. Et dans cette variété, il y avait des sportifs de haut niveau et il y avait des sportifs comme moi, tu vois. Mhm. Euh, et pour autant, la spécificité de l'isométrie faisait que même les sportifs de haut niveau qui avaient des habitudes d'entraînement, mais qui n'avaient jamais été stimulés sur ce type de gestes très spécifiques, quoi, avaient des progressions, mais on avait des progressions de 20-30% sur 12 semaines en termes de force maximale, quoi, de Ouais, MVC. 30%, c'est mais énorme. c'est fou. C'est Ouais. complètement fou. Surtout quand tu as déjà des niveaux de force, tu vois, conséquents, quoi. Mm. Donc, ça reste, voilà, les transferts sur les angles spécifiques, Ouais. etc., etc. Mais quand t'es pas gymnaste et que tu dois pas aller travailler des angulations complètement délirantes ou avoir des amplitudes extrêmes, etc., bah, en vrai, faire un protocole sur quelques séries où tu parcours un peu tout le trajet moteur, avec tous les bénéfices que tu as de l'isométrie, à savoir très peu de risque de blessure. Mhm. Ouais. C'est en centre de formation en première ligue sur des bébés de 3 ans, de 13 ans, bah, ils font des tests MTP, tu vois, le Mid-Thigh Pull Ouais. Test. Ouais. C'est un des tests en première ligue. Tous les gamins, ils ont 13 piges, ils viennent, ils tirent la barre, quoi. Wow. T'as en 20 secondes de coaching, c'est bon, t'as mis les angles, t'as expliqué comment pas compenser avec le dos. Ils vont faire ça pendant 3 semaines et puis à la fin, tu peux leur faire une vraie MVC. Ils ont la Mhm. posture, quoi. Ok. Alors que d'aller faire un RM en squat, Ouais. Ouais, ça va c'est demander chaud, plus hein. de temps, quoi. Plus de temps d'apprentissage. Donc, Mm. vraiment plein de bénéfices à ça.
Et pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, est-ce que tu pourrais juste expliquer enfin essayer d'imager ce qu'est un test MTP? Parce que pour nous en kiné, MTP c'est massage transversal profond. Alors alors Heu, c'est IMTP, c'est, Isometric Mid-Thigh Pull Test. ouais, Donc en gros, ça serait un peu, apparenté au deuxième tirage d'un mouvement d'haltéro, quoi. ouais. Donc tu as la barre à mi-cuisse. Mmh. Donc tu as une petite flexion de genou, petite flexion de bassin, et Ouais, tu vas venir chercher à tracter cette barre comme si tu essayais de te l'envoyer au-dessus de la tête, quoi. ouais, Mais avec la contrainte que en fait cette barre ne bougera jamais. Donc ouais. à la fois t'enfonces le sol avec les jambes et à la fois tu tractes avec le dos, etc., quoi. Mmh. Donc OK. t'es vraiment sur un mouvement, un mouvement du quotidien pour le coup. Tu fais un déménagement, tu te retrouves à soulever un énorme carton. Mmh. Tu vas être les genoux légèrement fléchis, le bassin un tout petit peu fléchi, et puis tu vas avoir tout sur toute cette tension là-haut. Mmh. Donc c'est OK. et ouais, c'est une bonne. Alors c'est normé, hein, c'est pas juste à l'arrache comme ça. Il y a des angles à respecter au niveau de l'angle du genou. Ouais, mais Mais au ça, vous moins tapez IMTP sur Google Images et vous avez les angles en 2 secondes. OK, trop bien. Mais comme ça permet d'imager parce que j'ai tendance parfois à pas assez, moi aussi, expliquer, enfin essayer d'imager ce que je dis parce que forcément, il y a beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent pas et donc ils voient pas nos gestes et donc c'est pour ça que je me permets de parfois faire un petit rappel pour Tu fais que bien. même ceux qui nous écoutent en courant, ils puissent s'imager, ça. C'est bah, le podcast Legend de Guillaume Play, il fait très bien ça. Lui, Guillaume, il arrive à très bien imager ce que disent les invités. Donc vraiment, j'essaye de m'inspirer de ça, mais c'est pas évident. Ok, alors ici, ça tombe bien parce que tu as parlé de 1 RM, donc la fameuse répétition maximale. Moi, je trouve que c'est parfois problématique parce que dans beaucoup d'études, on nous sort, oui, il faut travailler à X% de la répétition maximale, de la charge maximale plutôt. Euh, c'est bien, c'est clair au moins, mais à côté de ça, je pense que c'est pas même exclusif aux patients. Je pense que tu as aussi, quand tu as des nouveaux coachés ou des amateurs qui viennent, on n'a pas toujours cette charge maximale de une et c'est pas toujours facile ni possible de la calculer de but en blanc parce que pour aller chercher ta charge maximale, pour moi, il faut déjà que tu sois habitué au mouvement, que tu ailles progressivement. Pour moi, aller chercher une charge maximale alors que le gars n'a jamais expérimenté l'exercice, tu prends un risque quand même accru de blesser la personne parce que ça va être trop vite, trop fort. Et on sait que c'est quand même jamais bon. Alors, comment toi, tu ferais si tu n'avais pas justement cette capacité de savoir la charge maximale pour quand même essayer de travailler avec ça ou voilà, d'extrapoler un peu ces données de la littérature qui parlent toujours et souvent en charge maximale. Comment toi tu ferais? Et aussi, dans un deuxième temps, qu'est-ce que tu penses des tableaux qui, qui extrapole un petit peu. Par exemple, on part de la charge que tu sais soulever 6 fois, et de là, on sait soi-disant définir ce que tu saurais soulever une fois. Voilà, qu'est-ce que toi tu penses de tout ce melting pot? Alors, alors moi, je me bats avec ça. Mais en fait, ça recoupe un petit peu ce que je disais sur le début du podcast. C'est Oui, moi de mon expérience personnelle quand j'ai commencé à m'entraîner, je rentrais pas dans les tableaux. ouais, Et donc très vite, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas, il faut que je trouve une solution parce que ça correspond jamais. Si je fais un test sous-maximal pour essayer d'obtenir une 1 RM un peu imaginaire, bah au final, à chaque fois que je tente la 1 RM, c'est facile, je peux faire plusieurs reps. Parce que comme j'ai pas de capacité d'endurance, bah, forcément en sous-maximal, je fais pas beaucoup de répétitions. Et quand ouais, je tente cette barre unique qui m'est calculée par les outils, que ce soit des tableaux, que ce soit des formules, bah celle-là, au final, je l'ai largement dans les bras parce que je suis capable de faire beaucoup plus, quoi. Donc, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un problème avec ça, et c'est aussi pour ça, encore une fois, que je m'image, moi, la pyramide. mhm, C'est de se dire, bah, la personne en face de moi, c'est quoi sa pyramide? À mhm, lui, à elle, on a tous des capacités différentes. Donc, à mon avis, c'est plus intéressant de connaître la largeur de la pyramide que sa hauteur en soi. Pourquoi? Parce que on va jamais s'entraîner, enfin, c'est très rare, mais on va jamais s'entraîner sur une répétition. ouais, Encore une fois, mis à part les spécialistes de la force, on va souvent s'entraîner en série. Donc, de mon point de vue, mieux vaut connaître un volume total sur cette intensité plutôt que de connaître un seul volume
1 Ouais. Ouais. pour une seule intensité, 1 RM, quoi. Mmh. OK. Donc pour ce faire, bah, encore une fois, ça va dépendre un petit peu, ça se recoupe aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, est-ce qu'on est sur des objectifs quantitatifs ou qualitatifs? Si c'est du quantitatif, pour moi, le plus facile à mettre en place à court terme, c'est les répétitions en réserve. Mmh. Parce qu'encore une fois, on aura notre delta, échec musculaire, échec technique. Qu'est-ce que j'accepte dans une pratique, de réathlétisation? Qu'est-ce que j'accepte dans une pratique de préparation physique? Qu'est-ce que j'accepte dans une compétition? Forcément, les deltas seront pas les mêmes, quoi. Mmh. T les sportifs, ils vont pas nécessairement se mettre, la misère, à l'entraînement tout le temps. Par contre, on sait bien que le jour de la compète, bah, s'il faut y aller, un tout petit peu plus pour décrocher la médaille parce que ça se joue à rien, beh, c'est à ce moment-là qu'on va se mettre en risque plutôt que se mettre constamment en risque. Mmh. Donc bah, ce risque, ça peut être technique, ça peut être musculaire. Donc ça peut être de se dire, pour telle intensité, on part, on fait un maximum de reps, un petit peu à l'instar de ce qu'on ferait sur des tests Sorensen ou des trucs comme ça, sur du gainage, quoi, Ouais. fléchisseurs, extenseurs, les chaises, les machins. Bah, si Mmh. on a un temps total que tu es capable de tenir, Ouais. on peut estimer que faire 80 ça va être du développement. Mais là, on n'est Ouais. pas dans du 80 d'intensité, on est dans du 80 de volume, Mmh. puisque l'intensité sera toujours la position dans laquelle on étudie le geste, quoi. Et puis on peut penser peut-être que faire 20%, bah, ce serait stimuler sans fatiguer. Et Mmh. ça, c'est des trucs, un peu des logiques, c'est pareil, hein, c'est pas jeune, ça doit avoir 30 ans, c'est des auteurs comme Verkhochansky qui rentraient, sur des trucs comme ça, notamment dans l'endurance. C'était de se dire, bah, une fois qu'on est sur des allures de course, course à pied type, zone 2, des trucs, basse intensité, facile mais longtemps, Mmh. bah, qu'est-ce qu'on fait une fois que oui, courir 45 minutes, bah, peut-être qu'avant j'y arrivais pas, mais aujourd'hui j'y arrive. Ouais. Est-ce qu'on peut développer ces zones-là? Bah, potentiellement, c'est quoi ton max dans cette zone-là? Bah, on pourrait l'appliquer sur des intensités poids de corps, sur tout ça, quoi. OK. Donc, à mon avis, répétition en réserve, super entrée pour tout ce qui va être quantitatif. Ouais. Après, il pourrait y avoir du qualitatif. En général, j'imagine que c'est un peu moins le sujet, bah, quand on est en réadaptation, et cetera, en cabinet. Mmh. Mais là, moi, j'utilise majoritairement la vitesse, Ouais. donc à travers le Velocity Based Training. Donc ça veut dire il y a un capteur qui permet d'obtenir sur tel geste la vitesse de déplacement, et c'est cette vitesse qui va régir à la fois la programmation, à la fois la régulation du contenu, et cetera, quoi. OK. Mais forcément, ça veut dire la personne qui est en face de moi, elle est aussi capable de déplacer une charge vite. Ouais. C'est pas n'importe qui non plus, ouais. Voilà, il faut déjà avoir un certain niveau d'entraînement. Donc encore une fois, à mon avis, pas compatible en cabinet de kiné, mis à part avec, des bécanes spécialisées type, une presse, tu pousses le plus fort possible, quoi. Plus fort et Ouais. plus vite possible. Et la presse te revient pas, mais on est capable de, voilà, bah, comme on en discutait tout à l'heure avec du pneumatique, de dire, bah, là, peu importe le niveau d'intensité, toi, tu cherches à pousser le plus fort et le plus vite possible, et puis tu vas obtenir une vitesse de déplacement, et à partir de cette vitesse, on peut aller appliquer soit des seuils de perte de vitesse en disant, bah, dès que tu as perdu tant de pourcentage de la vitesse initiale, tchop, on s'arrête. Si c'est Ah, 3 répétitions, c'est 3. Si c'est 12, c'est 12. Mais au moins, ouais. on sait que t'as ton compte par rapport à l'objectif, quoi. Donc ça, c'est forcément extrêmement utilisé dans l'entraînement parce que il s'entraîne beaucoup et puis qu'on veut être assez précis sur la fatigue qu'on génère. Et puis que la performance, encore une fois, force-vitesse. Donc, si on fait du tempo, on omet une part essentielle de la performance, qui est de toute façon toujours déplacer le plus fort et le plus vite possible. OK. En cabinet, OK. potentiellement, au contraire, le tempo, ça peut être un élément de régulation, quoi. Ouais. Je sais que je pourrais lire ça sur je sais que tu es capable à telle intensité de faire 15 répétitions. 15 répétitions, ça veut tout et rien dire. Parce que si tu Ouais. avais un tempo de 1 pour 1, enfin en gros 10-10, quoi, Mmh. pas de temps à la transition, ni là-haut, ni en bas, et puis 1 seconde à la montée, 1 seconde à la descente. Mais si tu passes en 0,5-0,5, est-ce que tu es capable d'en faire 30? Ouais. OK. En quel cas, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on évalue des répétitions, il faudrait aussi les évaluer avec un métronome Ouais. pour, pour donner du tempo au geste, quoi. Mmh. Ouais. Mais, C'est ouais. un truc qui est hyper utilisé dans le coaching.
Ah bah, on va passer en 30-10. Tu vas ralentir 3 secondes, la phase excentrique, et puis tu pousseras en 1. Ouais, Moi, aujourd'hui, ma passion pour la littérature, je suis pas capable de dire, est-ce que faire un 30-10 ou faire un 10-10 avec l'équivalent de répétition qui correspondrait au temps sous tension du 30-10. Genre, en gros, si tu es à 30-10, tu mets 4 secondes par répétition. Si on se dit 12 secondes d'effort, donc en gros, en 10-10, il faudrait 6 répétitions. ouais, faut regarder, ouais, Y a-t-il un intérêt de l'un sur l'autre? ouais. Moi, j'ai pas d'éléments de réponse aujourd'hui qui me permettent de dire ça. Par contre, quand je suis assez étonné de voir que, encore une fois, de mes lectures personnelles, hein, c'est Mmh. à l'instant T, j'ai pas d'éléments de réponse. Mais je suis étonné de voir que dans plein de formations de coaching, on dit bah oui, c'est mieux d'avoir un plus long temps sous tension. Ouais. Ah bon? Non, Moi, moi, les je papiers que sais j'avais pas. pu lire, là-dessus récemment, c'était que, ça n'avait pas trop d'importance, donc ça servait à rien, par exemple, de faire, 10 secondes de descente, tu vois? De freiner à un max. Ça a pas plus de gain, par exemple, que faire, 3 secondes, mais ce qui comptait, c'était quand même de retenir un minimum la charge excentrique, donc pas avoir cet effet où tu laisses la charge rebondir. Ouais. Mais dès l'instant où tu incluais cet aspect de freinage un minimum pour accumuler quand même la tension, il y avait plus trop de différence entre freiner, si on parle de la phase excentrique, donc de la phase de descente, souvent pendant 3 ou 5 secondes, et idem pour la phase concentrique. Il y avait un moment, moi je me rappelle au début, quand je commençais un peu la muscu, etc., on m'avait dit: «Ouais, il faut que tu fasses», je pense, on m'avait dit 5-5. Donc en gros, 5 secondes excentriques, 0 secondes en bas et 5 secondes pour monter. Donc je freinais volontairement, même si la charge était pas très lourde, donc j'aurais pu aller plus rapidement, mais je la freinais volontairement pendant 5 secondes. Ça rendait l'exercice horrible, mais en fait, apparemment, c'est pas hyper utile, Bah, en et gros, voilà. pour moi, ma lecture de ça, c'est que c'est comme de l'isométrie. Ouais, Un peu moins lente puisqu'il y a des placements, mais ouais, tu passes plus de temps à chaque angle, mais en même temps, t'as pas l'intensité que tu pourrais mettre en isométrie si tu faisais de l'isométrie maximale. Donc tu es en train de faire de l'isométrie sous maximale, euh, ben, avec un certain tempo, quoi. et en Où accumulant de tu la passes, fatigue. voilà, où tu passes par chaque angle et puis tu passes un petit peu de temps à chaque angle. Ouais. Mais si tu voulais vraiment mettre de l'intensité sur ce même geste, tu verrouilles un angle, tu pousses 3 secondes comme un dingue dessus, Mmh. tu changes ton angle, tu repousses 3 secondes, on sait qu'en isométrie, tu développes plus ou moins à 5 degrés au-dessus, en dessous, Ouais. bah tu fais un palier tous les 5 degrés au-dessus, en dessous, et puis Mmh. par contre là, tu aurais mis une intensité maximale dans ton effort. Ouais, Tandis que là, tu as à la fois le rapport de temps qui ouais, serait pas maximal, et d'intensité qui ne l'est pas non plus. ouais. Donc moi, je suis pas un grand fan du tempo, quoi. Ouais, pareil, et puis tu accumules beaucoup de fatigue pour pas grand-chose. Tu vois, tu fais ça. En fait, si tu te crames, après 2 séries et qu'après ça t'empêche de mettre de l'intensité dessus, juste parce que tu as fait des séries enfin des répétitions pendant 10 secondes, c'est souvent pas, ça peut être bien pour le challenge, mais à part ça, Mm. voilà. Après, je pense qu'au moins on sort un petit peu de ça, de cette mode au plus lent c'est, au plus de temps sous tension tu accumules, autant en excentrique que concentrique, au mieux c'est. Je pense que c'est plus complexe que ça, ou en tout cas ça c'est plus large, et tu as soulevé quelque chose qui était intéressant, hem et c'est pour ça que je voudrais rebondir là-dessus. C'était quoi? C'était Oui, tu disais, tu pas dit exactement ça, mais c'est l'idée. Par exemple, si tu dis, tu fais 3 fois 10, sans l'intensité derrière, ça veut tout et rien dire. Tu vois? En Ouais. fait, et je trouve ça intéressant parce que ces dernières années, on blâme énormément, en tout cas dans la sphère kiné, les kinés qui font du 3 fois 10. Et moi, en fait, je suis pas d'accord avec ça. Parce que je trouve que, pourquoi blâmer le 3 fois 10 quand derrière tu sais pas ce qui est fait vraiment? C'est-à-dire que faire 3 fois 10 dans le vent, effectivement, enfin, avec un élastique, c'est peut-être moins intéressant. Mais pour moi, un 3 fois 10 fait avec une intensité élevée, avec les répétitions en réserve adéquates, etc., ben, moi, je trouve que ça peut avoir du sens, tu vois. Et je trouve pas que c'est à blâmer. Enfin, je sais pas si toi, tu as vu un petit peu ça passer, mais souvent, c'était un peu mal vu. Voilà, ceux qui faisaient du 3 fois 10, c'était un peu ceux Ok. qui avaient rien compris. Et je trouve que c'est un peu réducteur. Alors oui, ça correspond peut-être pas à tout le monde, mais je trouve qu'en fait, derrière, si tu quantifies pas l'intensité que tu mets dans ton exercice, et si tu pas le contexte, je trouve ça trop réducteur de directement jeter ça à la poubelle, tu vois? Je sais pas ce que toi t'en penses?
Beh, alors, il y a différentes façons de voir le truc. Tu vois, moi, initialement, je réfléchis plus en filière énergétique. Ouais, Je me dis, si tu es sur 10 répétitions, que tu es à peu près sur une seconde, tu es sur 20 secondes d'effort. ouais. Donc, en gros, tu es plutôt dans un effort lactique si l'intensité correspond. Mmh. Ça veut dire qu'en gros, si à la fin de ta série, c'était vraiment dur, ça veut dire que tu pas loin d'un effort, lactique. Donc, en général, tu commences à sentir les effets un peu de congestion et puis de lourdeur musculaire, quoi. Ouais, Donc, bah, de toute façon, c'est sûr qu'il va y avoir des adaptations, puisque à la fois, tu as de l'intensité et du temps. ouais. Heu, pour moi, tu vois, dans ma tête, quand j'entends 3 fois 10, en fait, j'entends aussi, pyramide inversée, quoi. Enfin, parce que j'essaie toujours de me dire: s'il y a que 3 séries dans l'exercice, il faut que les 3 soient effectives. Ouais. Donc si j'ai vraiment poussé ma première, ou en gros 10, c'est pas 11 ou 12. Mmh. J'accumule une certaine fatigue. Si mon temps de récup est comme les protocoles classiques, 1 minute, 1 minute 30, ma deuxième, très certainement, je serai plutôt à 8 si j'ai la même charge. Ouais. Donc si je veux encore un 10, ça veut dire que j'ai un petit peu réduit ma charge. Et puis ma troisième série, j'ai encore un petit peu plus de fatigue. Ma fatigue, elle est exponentielle. Donc j'ai encore un peu réduit ma charge si je veux atteindre 10. Ou alors j'ai une charge fixe et je fais un 10, 8, 6, quoi. Si j'accumule Mmh. la fatigue. Donc c'est pas inintéressant parce que ce soit l'un ou l'autre, en gros, j'ai tapé à différents endroits, normalement. Mmh. Ou alors, ça veut dire que si je suis uniquement fatigué à ma dernière série et que j'ai maintenu ma même charge tout le temps, moi, de mon point de vue, ça veut dire que les 2 premières, elles servent pas à grand chose, quoi. Ouais. OK, ouais. C'est ça. Donc indirectement, ça ouais, ça Ce s suggère que c'était Ce trop serait la fin facile. de l'échauffement, c'est ça. Et puis, Ouais, je commence à fatiguer sur ma dernière. À mes 2 séries, précédentes, elles étaient pas suffisamment intenses. Parce que ouais, si derrière je veux créer des adaptations, il faut plusieurs séries d'intensité. ouais. Donc si on part sur 3, il faut que dès la première ce soit dur. Mmh. Et Ouais, puis, j'ai accumulé ça 3 fois, quoi. ouais, c'est ça. Donc, OK. ouais, tu vois, il y aurait, bah, de toute Ouais. façon, on reprend un peu tous nos facteurs, mais, C'est pas je c'est pas inintéressant, du mais tout c'est pas optimal, inintéressant. quoi. Ouais. Mais c'est peut-être pas Enfin, optimal, pour, tout ouais. dépend de l'objectif, quoi. Mais à mon Ouais, c'est avis, ça. si tu vas avoir un petit peu de force parce que t'es pas très loin des, surtout de la force chez des sédentaires, je veux dire. Tu pas Mmh. très loin des hautes intensités parce qu'en général, pour faire 10 répétitions, si t'es vraiment pas très entraîné, 55-60%. Si t'es très entraîné, tu vas être autour de 70%. Mmh. Tu vas être un petit peu lourd. En même temps, tu y vas y passer pas mal de temps. En même temps, tu vas avoir des récup pas suffisantes pour complètement récupérer. Donc, t'accumules un petit peu enfin, tu es dans un effort un peu de nature lactique. Mmh. Donc, au final, ça peut Ouais. être, tout dépend de l'objectif. Tu OK. vois, enfin, en gros, c'est toujours se dire ça. Enfin, moi, je réfléchis toujours sur c'est quoi l'objectif qu'on a. Ouais. Et après, c'est quoi les outils qu'on a pour atteindre l'objectif? Tandis que là, c'est comme si on réfléchissait, on discutait d'un outil, puis après on se disait: «Est-ce que l'outil c'est bien?» Ça dépend, quoi. Ouais. Ah bah, c'est exactement comme ça. Je pense qu'on réfléchit en kiné aussi. On parle d'attente du patient et cetera. Puis nous, il y a toujours la dimension douleur qui intervient et qui module énormément ce qu'on peut faire aussi. Ouais, Et ce qui je pense, c'est la principale chose qui drive, ce qu'on peut proposer aux patients et qui parfois change tous nos plans. C'est-à-dire que, par exemple, je me dis, on parle beaucoup de s'adapter à la forme du jour avec un athlète, par exemple. C'est ça que je trouve hyper intéressant de se baser sur, les répétitions en réserve et cetera. Ça permet de tenir compte de cette forme du jour et pas d'être juste dans un cahier strict comme on disait où parfois ça correspond pas, tu vois? Faire, 5 fois 5 à 85 de la charge maximale, c'est pas donné à tout le monde n'arrive pas à le faire spécialement. Et bah, là, le patient, c'est la même chose, s'il arrive, en séance et: «Ah non, en fait, j'ai eu mal après la dernière fois», et bah, tu avais beau prévoir, des trucs cette séance-ci, bah, en fait, tu dois tout revoir et c'est pour ça que je trouve ça très difficile même de périodiser en kiné et ça nous amène d'ailleurs à notre prochaine question, hein, mais je fais un petit pont comme ça, on l'a pas vu passer, on l'a pas vu arriver, oui, mais je sais pas si j'ai mais vraiment répondu à la question précédente, parce que ah, je suis pas après on est parti sur les tempos et compagnie, mais, la question initiale, heu, c'était plutôt l'outil ARM, quoi. ah oui, 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 mais On après on ouais. on est Ouais, mais parti, c'est la beauté du podcast. Après, je pense que le message derrière, il est cool. C'est-à-dire que, il y a d'autres solutions et que se baser sur le ressenti, que ce soit du patient ou de l'athlète ou du
enfin oui, ou de l'athlète, on va dire. Sinon, je commence à énumérer tous les titres possibles, mais je pense que ça doit avoir son intérêt, ça doit avoir sa place aussi, quoi. Et pas spécialement que se cantonner à un chiffre strict et réaliser, d'ailleurs, tu l'as souligné avec ton expérience personnelle, que tout le monde ne rentre pas dans les cases qui sont décrites dans la Mmh. littérature, et c'est pas grave. Et le tout, c'est d'avoir des options différentes. Après, si tu as envie d'ajouter quelque chose qui te vient, t'hésites pas, hein, parce que c'est Ouais, vrai qu'on est parti. je pensais, il y a aussi Dis-moi. j'ai fait une vidéo sur ça il y a pas très longtemps. Il y a des propositions de modèles et ça recoupe aussi un petit peu tout à l'heure la discussion qu'on avait sur les volumes Ouais. par rapport à membre inférieur, membre supérieur, etc. Il y a des modèles qui en fait permettent, on va faire un test. C'est pas mal d'avoir à peu près une approximation de notre 1RM et puis après un test sous-maximal avec un maximum de répétitions à une intensité plus basse. Mhm. Et en fait, dépendamment de ce volume sous-maximal, Mhm. on va, comment dire, on va faire matcher le modèle par rapport, du coup, un petit peu plus précisément à nos capacités perso. Donc ça Ok. veut dire si moi je suis pas capable de faire 12 répétitions à 75%, alors que dans le tableau c'est ça, ben, je vais faire un test à 75%, je vais lui montrer que je sais en faire que 8, et du coup il va me faire matcher la courbe par rapport à ce que je lui ai dit, 1 RM plus test sous maximal, et cette courbe, je pourrais un petit peu plus, enfin, être un petit peu plus précis en l'utilisant parce Ok. qu'elle sera plus proche de ce que moi je suis capable de faire. Donc ça, c'est des travaux. C'est pareil, c'est très vieux puisque modèle en 1RM, ça existe depuis très longtemps. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont basés dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir en 2 secondes, on fait un test, on a un doc Excel, on rentre juste le nombre de répétitions, puis après, ouais, Mhm. pour chaque pourcentage, tu as un nombre de répétitions à peu près conseillé. Tu sais que tu es un petit peu plus proche des clous que le modèle de Brisky ou le modèle de Berger, quoi. Ah, mais c'est intéressant. Et t'as une idée de où est-ce qu'on peut retrouver ça? Est-ce que c'est disponible sur ta chaîne ou des choses comme Ouais, ça? ouais, Ok. alors le nom de la vidéo, je sais plus du tout, Ouais. mais c'est relativement récent, donc ça doit être dans les 10 dernières. Et Ok. puis en fait, à côté de la chaîne, il y a un groupe Facebook où dès que je propose des documents gratuits, Ok. il y a juste à rentrer dans le groupe et puis ils sont tous là en téléchargement. Il y a juste, en gros, j'avais mis un truc d'approbation histoire qu'il n'y ait pas trop de faux comptes qui viennent polluer le truc. Ouais. Mais si c'est gratuit, c'est juste du partage, quoi. Ah, Mais c'est c'est sur vraiment un bien. groupe privé tout de même pour Et essayer que ce soit un peu propre. ouais, mais c'est vrai que j'avais rejoint à l'époque parce que t'as ouvert ta chaîne YouTube quand? Euh, 2018. Ouais, OK, je me disais bien que ça faisait un bout de temps et j'avais rejoint ce groupe et je m'étais dit: «Mais c'est incroyable! Ils partagent des Excel comme ça gratuitement» et je me demandais même quand est-ce que j'allais devoir payer quelque chose? Mais oui, maintenant que tu me le rappelles, j'avais même fait un sur mon ordi, j'ai même un dossier, je pense, où j'avais téléchargé tous les trucs qui me semblaient utiles pour moi, Excel et Cool. ouais, donc allez voir, ça, c'est encore une fois, c'est des ressources, qui sont bien cachées, tu vois? On ne le sait pas comme ça, mais qui sont hyper intéressantes. Et c'est toi qui as fait tous ces Excel ou Ouais, c'est des trucs. Bah après, c'est OK. des bricoles, mais tu vois, c'est quand je bosse sur un thème, je me dis, est-ce que ça peut être utile Mmh. et est-ce qu'il y a nécessité d'avoir un truc utilisable? Et Excel, tu vois, je pars un peu du principe que c'est le truc que on a à peu près tous sur un ordinateur. Mmh. Et en même temps, bah, ça permet que ce soit gratuit. Mais Mmh. des fois, c'est des trucs à la con, hein, mais juste des petits captures. Tu vois, il y a un truc, moi, qui me faisait vriller, c'est quand je voyais la pub comme j'aime à la télé, quoi. Et que je voyais, pendant une fois qu'ils ont passé leur grande partie de communication sur la perte de poids, Ouais, il y a eu la deuxième partie de la communication qui était, on vous offre un test IMC. OK. Et là, tu te dis, mais c'est lunaire, un test Ouais, l'IMC, c'est juste taille sur poids ouais, carré, quoi. Et donc, les grands seigneurs. pour prendre le contre-coup du truc, j'ai dit, bah moi aussi, si vous voulez, je vous offre un document Excel calculateur d'IMC. Ouais, Il y a juste à mettre son poids et sa taille dans les deux ouais, cases. Et sauf que bah, c'est de l'hameçonnage, et puis derrière, tu es dans les banques de données, et puis voilà, quoi. ouais. Et évidemment que les gens qui regardent la téloche, qui ont des problèmes personnels liés au poids, d'images, etc., et qui sont dans une détresse, parce que Mmh. pour tenter n'importe quel type de solution, c'est que, tu vois, c'est pas un jugement ce que je dis, mais c'est Ouais. plutôt d'apporter l'idée que, à partir du moment où tu fais plus confiance, ou en tout cas tu rentres dans un processus de te dire je vais appeler ce que je vois sur une pub à la télé, plutôt que de passer un coup de fil à un diététicien ou un nutritionniste,
Tu vois, Ouais. c'est que il y a un problème, quoi. Mmh. Et le problème, malheureusement, il y a plein de gens qui en ont, et c'est pas encore une fois, c'est pas, je Oui, sais pas, non, c'est c'est un un problème jugement. mental ou un truc, Mmh. hein. C'est, on peut être malheureux dans sa vie pour plein de raisons, et puis Ouais, mais tu vois, forcément, les gens et le business jouent sur le malheur des gens. Et ouais, ça, c'est un exemple qui, moi, me rend fou, tu vois. ouais, Donc, ouais. tous les petits trucs qui peuvent être faits comme ça, si c'est juste, bah ouais, je suis nul en maths, en fait, et moi, même une multiplication, ça me fait flipper. Il n'y a pas Ouais. de souci, t'inquiète pas, on va la faire ensemble, quoi. Mmh. Ouais, et puis OK. Non, mais c'est vrai et puis comme tu dis, le malheur des gens fait le bonheur des gens Le des fric autres, hein. des autres. Ouais, les frics des autres. Même sur les réseaux, on le voit, hein, tu sais, c'est dans les milieux même nous, dans le milieu de la santé, on voit des dingueries, hein, c'est malheureusement. Ouais. Mais après voilà. Mais OK, bah, écoute, merci pour cette précision sur, sur la fameuse RM et avec ces tableaux et cetera. C'est hyper intéressant. Ça a permis aussi de rappeler aux gens de faire un petit tour sur ta chaîne, d'aller voir les ressources gratuites que tu proposes. Voilà, comme ça, c'est toujours intéressant de le rappeler. Alors, on était sur le point de parler de périodisation. Ouais. Alors, encore une fois, je me répète, hein, je pense que je deviens sénile, mais on pourrait en faire un podcast Oh oui. entier parce que c'est un sujet en fait, c'est presque une injure au sujet de juste en parler pendant 10 minutes là comme ça, mais l'idée c'est plus pour les kinés qui nous écoutent, voilà, leur donner un aperçu et peut-être leur donner le goût de se dire: «Beh, ouais, ça m'intéresse, ça a l'air cool de voir ça peut avoir un intérêt aussi en kiné». Bref, tout ça pour dire, est-ce que, selon toi, c'est possible de planifier sur plusieurs semaines de façon, fiable? Tant au final, il existe une multitude de variables qui peuvent entrer en compte. Ici, moi, pour introduire ça, je disais, ben, en kiné, c'est pas facile de périodiser. On parle plutôt même de planifier, mais parce que en fait, d'une semaine à l'autre, tout peut changer avec la douleur. Avec des athlètes, avec des coachés, ça peut aussi être le cas, l'état de forme, les machins, les événements personnels. Voilà. Quel est toi ton avis sur ce gros terme de périodisation? Jusqu'à quand peut-on périodiser? Sur quelle période, selon toi, ça reste réaliste de pouvoir périodiser les choses? Alors, dans notre domaine aussi, il y a des gros débats Ouais. autour de ces sujets-là. Moi, mon point de vue, encore une fois, ça reste que le mien, hein. Je Ouais. vous invite à entendre plein d'autres personnes. Moi, mon point de vue, c'est que l'entraînement n'existe pas sans ces notions-là. Pourquoi? Parce que, en gros, on va retrouver trois grandes notions. La planification, c'est le fait de fixer des objectifs. La Ouais. périodisation, c'est le fait de fixer ses objectifs dans un calendrier, dans le temps. Mmh. Et ensuite, la programmation, ça va être utiliser des outils, entraînement, pour OK. parvenir à ces objectifs. OK. Un sportif, irrémédiablement, il est dans un calendrier. Ouais. Parce que des dates de compétition, alors il y a les calendriers où il y a compétition tous les week-ends, parfois même 2 fois par semaine. Et puis il y a encore quelques compétitions où pendant 6 mois, il y a rien. Et puis d'un seul coup, il y a compétition. Ouais. Donc forcément, que ce soit en gros les 3 P, périodiser, planifier, programmer, les 3 P vont être complètement impactés par l'objectif final. Mmh. Si on transfère cette réflexion-là au patient, il peut y avoir un objectif, il peut y avoir une date, même si en général, bah, forcément, ça va être la date la plus proche possible si l'objectif est, régler le problème, quoi. Ouais. Et ensuite, bah, il y aura de la programmation parce qu'on va utiliser les outils pour parvenir. Donc à mon avis, ça a peut-être un peu moins de sens dans le médical, Mmh. bien que j'imagine qu'il existe des objectifs à plus moyen, long terme que d'autres. Ouais. Je suppose que quand on est sur, des ligaments croisés, bah, c'est pas la même chose une Ouais. entorse de cheville, chez un sédentaire. Mmh. Donc bah, irrémédiablement, on va déjà se projeter sur 4 5 mois alors qu'on va peut-être se projeter sur 6 7 semaines. Ouais. Hem, il y aura des attendus, s'il y a du temps, s'il y a du calendrier, il y aura des couperets. Est-ce que c'est des niveaux de force? Est-ce que c'est des amplitudes? Est-ce que et cetera et cetera. Mais en tout cas, il y a un moment, ça peut être pas mal aussi de se dire, bah, on se fait des points, des checkpoints quoi, des points de Mmh. contrôle pour Ouais. dire, est-ce qu'on est à peu près dans les clous des cinétiques de récupération qu'on a habituellement? Et évidemment que si on transfère la kiné, le sport, la kiné du sport, bah, là, quand on voit les checkpoints aujourd'hui d'un ligament croisé en Ligue 1 ou en Première Ligue, Ouais.
On a drastiquement changé les périodisations, par rapport à il y a 20 ans, quoi. Ouais, Avant, on mettait 6 mois, aujourd'hui, on met 4 mois, ouais, c'est ouais, fou, quoi. non, OK. Donc, à mon avis, ça a du sens, dépendamment des objectifs et puis de la nature de la kiné qu'on propose Mmh. ou de l'entraînement. Après, le sujet central, c'est aussi pour ça que dans notre domaine, il y a des débats qui, pour moi, ont pas lieu d'être. Mmh. C'est évidemment qu'on se projette dans le temps et évidemment que ça se passe jamais comme prévu. Ouais. Et il y a des citations qui disent, le meilleur ami de la périodisation, c'est la gomme. Pour dire, bah oui, on va changer des choses. Et au Mmh. départ, au début de l'année, on est parti en se disant, on espère que tout va se passer comme ça, parce qu'il faut un moment déterminer des périodes de développement, mais il faut aussi déterminer des périodes de récupération, il faut etc., etc. Il faut des périodes même j'ai envie de dire des périodes off, Mmh. parce que de la même façon qu'on peut pas travailler toute l'année sans vacances quand on est au boulot, un sportif, il peut pas être toute l'année concentré sur le fait de faire des efforts avec son corps, avec son organisme et être aussi qualitatif à la fin de la saison qu'au début, quoi. Parce Ouais. que comme nous, on aurait au boulot, il y a des moments où tu commences à accumuler les semaines et ça devient dur. Et si t'as pas du off pour dire, allez, on stoppe tout pendant 15 jours, Ouais. bah tu vas au surmenage et puis tout ce qui va avec, quoi. OK. Donc, ça a du sens. À mon avis, ça a du sens autant que ça en aurait dans nos vies, avec cet exemple du travail, Mmh. Ouais, mais avec la gomme. ouais. Et la gomme, c'est la vraie question. Est-ce que la gomme dans le kiné, c'est l'auto-évaluation de la douleur? Est-ce que la gomme, c'est l'état de forme? Est-ce que la gomme, c'est... Mais en tout cas, il y a un moment, on part avec j'aimerais bien qu'aujourd'hui, il se passe ça, parce que je suis dans tel cycle, parce que je suis dans telle période, Mmh. mais peut-être qu'il va pas du tout se passer ça. Et c'est OK, quoi. OK. Et tu vois, il y a plusieurs modèles de périodisation, tu vois, linéaire, ondulatoire, et Ouais. cetera. Est-ce que toi, tu as un modèle, que tu préfères utiliser, ou alors encore une fois, c'est contexte dépendant au final, et il y en a pas un que tu utilises plus que l'autre parce que, ça se justifie après selon, chaque objectif? Alors, si c'est des préférences d'utilisation, moi j'aime Ouais. bien l'entraînement à l'ancienne, OK. dans le sens où bah, c'est là où tu as les meilleurs niveaux de développement. Parce que quand tu peux te permettre, tu vois, alors, encore une fois, de moins en moins malheureusement, mais quand t'es pas sur des professionnels, euh, genre, je pense athlétisme là, Mmh. aujourd'hui, des jeunes ou des gens qui font de l'athlé à niveau moyen, ils peuvent ne pas avoir énormément de compétition et donc ils peuvent avoir des périodes off pendant 6 mois. Ouais, Bah ça, pour un préparateur physique, c'est régal, quoi. ouais. Parce que, parce que quand tu as 6 mois devant toi, tu peux avoir des vrais résultats énormes en termes de progression et Mmh. donc jouer aussi sur le mental de ton sportif, jouer sur la confiance de la relation avec le prépa physique Ouais. et c'est vertueux pour tout le monde. Versus, tu es dans le sport collectif aujourd'hui, même à bas niveau, quand tu t'entraînes enfin, quand tu joues, pardon, quand tu as compétition toutes les semaines et que toutes les semaines, c'est un niveau de fatigue exacerbé et que le reste de la semaine, tu es juste sur essayer de manager pour qu'il n'y ait pas de bobo, pour qu'ils arrivent en forme le week-end d'après, bah, Mmh. c'est pas le même métier de prépa physique, quoi. Ouais. Donc, moi, ce que je préfère, c'est les gros développements. Mais encore une fois, bah, c'est contexte dépendant. Et après, il y a aussi beaucoup de culture là-dedans. Mmh. Beaucoup de culture dans le sens où, parce que les modèles ont été faits comme ça pendant longtemps, bah, il y a des gens qui préfèrent s'envoyer une séance de fractionné parce que ce soir il y a fractionné Mmh. dans l'emploi du temps, quand bien même en fait j'ai fait une insomnie, j'ai pété ma voiture sur le parking et c'est peut-être pas le meilleur moment pour s'envoyer une séance de fractionné, quoi. Ouais. Donc toute OK. la difficulté, c'est ce que vous vivez au quotidien en kiné, c'est pas, c'était prévu, puis en fait c'est pas ce qu'il faut faire. Et dans le sport, ça a la peau dure, ça aussi, quoi. Mmh. Moi, encore une fois, on en revient un petit peu au début du podcast, je suis quelqu'un de très préventif, peut-être trop, mais je préfère me dire, on a amené moins de fatigue à court terme, mais on a pris en compte le contexte, plutôt que de se dire, on en a fait un peu plus, ce qui était peut-être un peu trop. Ouais. Parce que je crois plus en l'accumulation du contenu dans le temps que en l'effet de la séance à l'instant T sur le fait de surcompenser, quoi. Bah, c'est une logique que je pense qu'on a aussi en kiné, tu vois? Où
on veut pas faire flamber le patient après la séance et je pense que moi, ce qui drive le plus la façon dont je périodise ou je programme avec les patients, bah, ouais, c'est la douleur pendant et après donc pour moi, s'il y a pas de douleur pendant, mais qu'il y a une douleur après le soir ou le lendemain, il est plus raide ou quoi, beh, tu dois revoir tes plans, quoi et ça arrive, bah, au moins, 1 fois par semaine, tu peux un peu dépasser la zone. Enfin bref, c'est parfois compliqué. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant comme question parce que, on parle de périodisation, on parle parfois d'appliquer des principes de prépa physique ou de développement physique à la kiné, mais parfois il y a quand même des grosses limites à ça et je pense que quand tu as la douleur à gérer en plus et parfois la peur de mouvement, enfin tous les facteurs un peu psychosociaux du patient associés à sa douleur et ben, ouais, ça rend les choses plus compliquées encore que ça ne l'est déjà et puis bon, on voit pas là, si tu veux, la trend en kiné pour le moment, c'est de voir un peu moins les patients que ce qu'on avait l'habitude de voir avant. On voyait Ouais. les patients d'office, je dis pas que ça se fait plus, hein, mais 3 4 fois par semaine, c'était courant de voir son patient autant, même pour, des troubles musculo-squelettiques bénins. Là, on est dans une ère qui vise à en tout cas dans l'écosystème dans lequel j'évolue, heu à autonomiser le patient, à lui donner plus des clés pour aller mieux et donc à s'autogérer et donc on le voit moins aussi en cabinet, donc il faut qu'il soit plus autonome, d'autant plus si on périodise des trucs un peu plus stricts. Enfin, mais c'est passionnant, je trouve. Mais c'est pour ça que, voilà, je voulais aborder ça avec toi et de toute façon, on en revient toujours à la même chose, c'est contexte dépendant aussi Ouais, et totalement, puisque là, moi, c'est de la même façon, bah, déjà quand t'as pas la douleur, c'est relativement plus facile et quand mmh t'as pas non plus, tu vois, je pense au médical, dans le sens, tu travailles, tu fais de l'activité physique avec, des personnes cancéreuses, mh, beh, l'état d'urgence, peut-être qu'il est un peu plus présent dans le sens, bah, peut-être que la charge aiguë de l'instant T de la séance, elle a plus de conséquences ouais, que l'accumulation des séances dans le temps, dont je parlais tout à l'heure parce que, on se projette. ouais, Alors que là, peut-être qu'on se projette pas et ouais, donc là, en effet, l'urgence, c'est le bon dosage pour les bonnes adaptations à court terme et donc la prépa physique en soi, c'est un luxe, hein, mmh parce que c'est alors ça m'arrive d'avoir des sportifs blessés mh, mais voilà, c'est aussi, bah, c'est aussi toujours un peu le truc, tu vois? S'ils sont pas à la case kiné ou à la case médecin, c'est qu'eux aussi prennent un peu le risque de jouer avec la blessure. Donc c'est une autre relation que, bah, là, ça y est, il y a eu opération, il y a eu blessure, il y a eu machin. ouais, Moi, c'est un luxe de travailler en se disant, «Bah, on va en faire un peu moins». Alors après, là, je le caricature, il y a en prépa physique, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des outils qui nous permettent de dire, est-ce que tu es plutôt en forme, plutôt pas en forme? Et puis si ouais, tu accumules 2-3 petits outils, mmh sur du mécanique, du physiologique et cetera, plus priorité les sensations du sportif quand même, ouais, heu, tu mets ça bout à bout, tu prends des décisions, quoi. OK. C'est pas uniquement de se dire: «Allez, on va en faire un petit peu moins», Ouais, totalement. mais voilà, on est dans un état d'esprit qui est quand même relativement libéré, Mmh parce que ça reste du sport, quoi. OK et ici, si on passe un petit peu, à la suite, j'aimerais qu'on discute d'un système qu'on a vu, beaucoup, enfin dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, peut-être un petit peu moins maintenant, mais ça ne veut pas dire que ça apprend à jeter. C'est le fameux FMS, donc le Functional Movement Screen, qui est, donc si je devais, on va dire presque caricaturer ou simplifier ça, c'est une analyse d'un sportif ou d'une sportive à travers différents patterns afin de déterminer ses limitations en termes de mobilité, de contrôle moteur ou des choses comme ça. Tu me dis si je me trompe, Mmh. hein, mais c'est plus ou moins comme ça que je l'ai compris. Moi, je ne l'utilise pas spécialement, hein, mais je sais que ça a été fort décrié parce que voilà, on dit ah, c'est pas si utile que ça pour ci ou ça, tchac, tchac. Est-ce que, enfin, voilà, déjà, toi, en fait, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Voilà, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Alors bah, déjà les limites, oui, il y a énormément de limites et la limite, propre, de l'aspect du sportif, c'est que c'est des gestes, c'est de la posture, quoi. C'est lent, c'est contrôlé. Ouais. En termes d'information, le transfert, par rapport à un geste sportif, on est quand même très loin. Par contre, là où moi ça m'intéresse, c'est que déjà c'est un outil de terrain.
Mmh. Bah, à côté de ça, j'ai du matériel, notamment Kinvent, boîte française, Ouais, ça recoupe, bah, tout à l'heure ce dont on parlait sur l'isométrie, et cetera. Ils font aussi du goniomètre électronique. ouais. Bah, c'est sûr que si je peux me permettre, de faire un testing complet d'un seul sportif parce qu'on a 2 heures devant nous, je vais plutôt aller vers le gonio, quoi. Ouais. En plus, j'aurai un suivi, j'aurai tout ce qui va bien. Si je le refais dans 8 semaines, j'aurai mes données. Mmh. Mais encore, bah, contexte, c'est si on se retrouve avec une équipe de hand et qu'il faut tester 15 personnes, 15 joueuses, et puis qu'on a une demi-journée, bah là, je vais avec mon gogno, ça, Ouais. ça va mal se passer, quoi. Ouais. Donc c'est ce qui est intéressant et ce qui amène de la plus-value, à mon avis, au contexte, c'est Mmh. d'avoir un outil qui permet quand même d'aller checker les gros patterns de mouvement euh, et de déceler si vraiment on a des gros manques. Et ce qui m'a Ouais. toujours étonné, c'est que dans quasiment tous les contextes où j'ai bossé, il y a des gros manques, quoi. Ouais. OK. C'est-à-dire de la mobilité qu'on pourrait penser de base parce que c'est juste quelque chose de sanitaire. Mais très souvent Mmh. chez les sportifs, c'est déjà des limites importantes. Et donc, bah, de pouvoir se dire, ok, bah, avec ces deux gestes-là, j'ai un peu ciblé la chaîne postérieure. Bah, ça veut Mmh. dire que pendant les échauffements de mes prochaines 6 semaines, on va mettre un petit peu plus l'accent sur de la Mmh. mobilité et puis de la souplesse de la chaîne post. Oui, j'ai pas compris c'est quoi la cinématique de mon sportif sur tel geste, mais en tout cas, j'ai des petits éléments pour dire peut-être que je mets un tout petit peu plus de contexte et je suis un petit peu plus préventif que si j'avais pas fait ça, quoi. OK. Euh, ouais, après Mmh. des ce que je, autre aspect intéressant, c'est aussi que ça a été validé scientifiquement sur le lien interévaluateur. C'est-à-dire que Ouais. si la personne elle est formée sur le testing, Mmh. que tu fasses ça aux États-Unis ou que tu fasses ça à Brest, normalement, si tu as un mec qui est validé FMS, tu auras le même score, tu auras la même Ouais. lecture. Ça, c'est un truc que je trouve très intéressant parce que ça permet de donner derrière tout le package qui découle d'FMS avec Mmh. si ça, arborescence égale ça, quoi. Alors Ouais. oui, c'est de la recette toute faite, c'est du truc à l'américaine, comme ils font dans plein de trucs, comme ils font dans le CrossFit, mais en Mmh. tout cas, ça donne une base. Pareil, tu vois, je pense à l'aspect de la formation, pour les jeunes en formation. Ben, d'un seul coup, ils ont un peu des trucs. Alors, tu as des C'est ça. applications comme GoWOD ou des trucs comme ça sur la mobilité dans le CrossFit. Mmh. Mais au moins, c'est très loin d'être parfait. Et avant qu'on comprenne le corps humain, il y a encore Ouais. des années devant nous. Mais au moins, ça apporte des petits éléments. Aspect sport santé, aspect santé de Mmh. tous les jours, parce que quand on arrive à pas être capable de toucher ses pieds en se penchant en avant, on peut penser que ça va impacter aussi les prochaines années, quoi. Ouais. Donc OK. je pense que tu vois, il y a quand même beaucoup d'intérêt à tirer de ce genre de choses. Après, avec toutes les limites que ça comporte, mais encore une fois, les limites, de toute Il y en a façon, il y en a partout. pour tout. Voilà. Voilà. Donc Mmh. déjà, de savoir que tu as un outil qui permet, si on le met dans la main de plein de gens différents, on a à peu près les mêmes scores à la fin. Et donc, on peut en décliner des arborescences pour un petit peu voir à long terme. Je trouve ça très cool. OK. Après, forcément, tout l'aspect 14 sur 21 égale tu Ouais, c'est doubles plus toi. ça. Bon, bah, c'était sûr qu'il allait se faire allumer en sortant des chiffres comme ça. La Ouais. blessure, si c'était aussi simple que juste manque de mobilité, de souplesse. Mmh. Mais voilà, c'est un outil, quoi, parmi Ouais, c'est d'autres. ça. Mm. C'est plus aussi à propos des scores et cetera, où je pense que c'était comme tu dis décrié, mais parce que, on s'est rendu compte que c'était pas spécialement corrélé, au risque de blessure. Et je pense il y avait parmi tous les tests parce que pour ceux ou celles qui connaissent pas FMS, bon, j'ai pas du tout les tests en tête, mais c'est par exemple, pour donner un exemple, c'est un squat avec un overhead squat, c'est ça? Avec un Ouais, bâton au-dessus de la tête, c'est un passage de haie, des choses comme ça ou des fentes ou enfin, ce genre de pattern et alors on analyse, différents points. Il y a différents points qui sont donnés par les auteurs. On doit regarder, les hanches, les chevilles, les machins et voir un petit peu le contrôle dans l'espace, en même temps et donc ce qui était avancé parfois, c'était, oui, que ça pouvait, si on avait un score, X, ça augmentait le risque de blessure et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas tellement, vrai parce que comme tu l'as dit, là, de toute façon, la blessure est multifactorielle donc ce serait réducteur de penser que juste avec un système comme le FMS,
on puisse arriver à déterminer le taux de blessure. Déjà qu'on Ouais. n'arrive même pas à le déterminer là comme ça avec tous les éléments qu'on a, alors avec ça. Mais ok. Et tu as parlé des échauffements. Et ça, justement, j'avais envie aussi d'aborder avec toi, donc ça tombe bien. Les échauffements, déjà pour toi, qu'est-ce qu'un bon échauffement? On va faire un truc très simple parce que j'ai l'impression qu'on voit de tout, tu vois, les échauffements dans tous Ouais. les sens. Qu'est-ce qu'un bon échauffement au final? Alors, Grosse nous, question. théoriquement, ce qu'on voit, c'est que l'échauffement, un bon échauffement, ce serait ce qui t'amène à l'intensité de ton corps de séance ou de ta compétition. Mmh. Ça serait amener ton corps à l'intensité qui va t'être demandée par la suite. Ouais. Donc, ça peut vouloir dire si ta séance, c'est une séance de mobilité et Mmh. que tu vas juste faire de l'amplitude, etc. Bah, en effet, t'as peut-être pas besoin de te taper 20 minutes de cardio, quoi. Mmh. Ouais. À côté de ça, quand on va avoir des séances de sprinters, quand on regarde des sprinters nationaux, des choses comme ça, beh, très souvent les jeunes en formation, ils hallucinent parce que tu as 1 heure d'échauffement pour, 10 minutes, de corps de séance, quoi. Ouais. OK. Et l'heure avant, c'était juste préparer la carcasse Ouais. à faire de la haute intensité. Sauf que encore une fois, la haute intensité, même là, dans le propos du podcast, ça peut paraître de quoi? S'échauffer pendant 1 heure. Mais parce que la haute intensité, la vraie haute intensité d'un sprinter international, Mmh. on peut pas l'atteindre. Ouais. Pas parce qu'on court pas suffisamment vite, mais le niveau nerveux, etc., le niveau d'activation qui est demandé, c'est tellement intense que Ouais. c'est des années de travail avant d'atteindre des trucs comme ça. Et on pousse son organisme tellement loin que le moindre petit facteur qui aura été mis de côté, là, il peut y avoir du dégât, quoi. OK. Donc, pour faire un 100 mètres, ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps d'échauffement, de préparation en amont qui Mmh. serait pas la même chose que si nous, on allait se faire un 100 mètres, bien qu'on Mmh. aurait besoin de se préparer tout de même, quoi. Mais nous, OK. on ferait 4-5 accélérations, puis après, vas-y, c'est bon, tu peux courir. De toute Ouais. façon, les tensions Mmh. mécaniques sont pas énormes, quoi. Euh, donc, OK. en gros, ouais, le bon échauffement serait celui qui t'amène à ce que tu vas vivre par la suite, quoi. OK. Donc par exemple, tu vois, on voit souvent, des échauffements avec, dits d'activation musculaire avec, des élastiques et cetera. Heu, Toi, du coup, ça a sa place dans un certain contexte ou est-ce que c'est plus une perte de temps? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut vraiment activer les muscles ou est-ce que c'est un peu un abus de langage aussi? Tu vois, c'est un peu toutes ces choses-là. Toi, tu en penses quoi de ça? Sur l'activation, activité musculaire, on a quand même des éléments qui sont importants parce qu'on fait des analyses de température musculaire et qu'on s'aperçoit en effet que atteindre une Mmh mh. certaine température, ça permet une performance ou au contraire, température moindre, la performance est moindre. Donc Mmh. oui, il y a un réveil à faire sur l'aspect articulaire, musculo-tendineux, etc. Il y a aussi réveiller un peu les zones pour que ça puisse être plus mobile, pour que ça puisse être plus huilé, quoi. Mmh. Donc oui, c'est sûr il y a un intérêt. Euh, de mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est aussi, et je pense que hein, quand il y aura plus d'argent et plus de structuration dans le sport de haut niveau, Mmh. ce qu'on peut voir un peu aux États-Unis, il y a des préparateurs physiques qui sont dédiés uniquement à l'échauffement. OK. Parce que Ouais. l'échauffement est tellement conséquent, dans Mmh. le sens, il y a les 3 P de l'échauffement, quoi. Ouais. C'est ancré dans du long terme, c'est ancré dans des besoins individuels et c'est ancré sur, dépendamment de ce qu'on va vivre par la suite. Donc ça veut dire qu'en fait, et c'est aussi à mon avis, hein, un point de vue, de l'aspect ludique, c'est que si Mmh. très souvent les gens s'échauffent pas, c'est parce qu'ils se font chier à s'échauffer. Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu ce qui a permis le CrossFit aussi, c'est de donner de la structure aux échauffements, de l'amener un truc routinier, que ce soit Mmh. social, que ce soit mais en tout cas qui permettent d'amener bah non, de toute façon, tu commences pas ta séance si t'es pas échauffé. Ça, c'est vraiment une plus-value, je trouve que qu'on Ouais. a retrouvé dans le CrossFit, qu'on retrouve pas, par exemple, dans des salles de muscu un peu plus classiques, quoi. Ouais. Mmh. Et pour en venir donc à l'aspect de quand on a un prépa physique, s'il doit déjà réfléchir le corps de séance, et cetera, l'individualisation entre tous les sportifs, il se prendra jamais la enfin, il se posera pas tout au mieux, il essaiera, mais
de se Ouais. poser la question des échauffements, mais s'il y a un mec qui est dédié aux échauffements, bah, en Ouais. effet, toute l'année, tu peux avoir des échauffements en lien avec tes besoins propres. Tu as fait des FMS en amont, on a analysé des trucs, et puis bah, potentiellement, toi, ça serait plus intéressant que dans tes échauffements, pendant les prochaines semaines, on fasse le focus sur tel point, parce que manque de mobilité, parce que manque de stabilité, etc., etc. Et en même temps, toujours avec ça en fond que la séance du jour, ça va être de la haute intensité, ou ça va être lactique, ou ça va être de l'endurance, ou ça va etc., etc. OK. Mmh. Et tu as des mecs qui, pendant une saison complète, notamment avec les protocoles RAMP, Ouais. qui sont des trucs qui se mettent un peu en avant, heu, qui pendant une saison complète ne font jamais le même échauffement. Mais parce que tu as un mec qui est dédié à ça, quoi. Donc à la Ouais. fois, t'as pas la monotonie, à la fois tu peux avoir potentiellement l'aspect ludique, à la fois tu as l'individualisation de l'échauffement, et à la fois tu as la cible qui est toujours préparée pour ce que tu vas vivre par la suite, mais parce que le gars, c'est son boulot, quoi. Et que Ouais. si ton boulot, c'est déjà le corps de séance, c'est déjà développer des qualités physiques, c'est déjà prévenir pour le match à venir, tu peux pas avoir la tête partout. Donc Ouais. j'espère qu'un jour, dans les staffs, de la même façon qu'il y a le kiné pour la réathlétisation des blessés, on commence à avoir des cellules, et on parle plutôt de pôle performance au sein des clubs, pour les clubs les plus développés en France. Mmh. Euh, Chacun amène sa petite touche. Je pense qu'un jour, on aura la même chose avec vraiment un mec dédié à l'échauffement, un autre dédié aux situations de développement, etc., etc., quoi. OK. J'espère. Ouais. Ouais, bah, c'est pas bête. C'est vrai qu'on a tendance, en fait, je pense que, ouais, il faut pas en faire trop et à la fois, il faut quand même le faire. Mais du coup, par exemple, un bon échauffement, ça pourrait parfois, selon le contexte, juste, si on doit faire du développé couché, au final, est-ce que faire des séries légères jusqu'à sa charge de travail, est-ce que ça seul, ça peut être considéré comme un échauffement ou est-ce que c'est pas assez? Tu vois? T'as une acti Souvent, on met en avant le principe de progressivité, et cetera. Ah là, si tu as une gamme, enfin, les trucs un peu classiques de renfo, quoi, tu fais une gamme Ouais. montante, bah, tu pars d'une petite intensité, tu montes vers une haute intensité. En même temps, tu es progressif. En même temps, tu es sur le pattern moteur que tu vas vivre par la Mmh. suite, quand tu vas faire tes séries. Ça Ouais. paraît logique, quoi. OK. Ouais, c'est parce que je pense qu'une grosse erreur dans l'échauffement qu'on peut faire, c'est en fait en faire trop et arriver fatigué à, à l'entraînement et Ouais, ou à l'exercice qu'on va devoir faire, si c'est pour les patients et du coup, ça nuit à l'intensité et du coup, l'échauffement vient en fait, cataboliser un peu l'intensité qu'on peut mettre dans notre exercice totalement. et ça, moi, c'est un truc quand j'échauffais mes patients, je pense que j'en faisais beaucoup trop. Genre je passais énormément de temps, je me disais, chaque truc et tout et en fait, ils étaient un peu rincés quoi et limite, ils transpiraient, ça c'est bien, mais ils transpiraient beaucoup à la limite et ils étaient déjà avec les muscles qui brûlent et cetera et puis en me renseignant, je me suis dit: «Ah, est-ce que j'en ferais pas trop en fait? Est-ce que» et donc c'est pour ça que je voulais un petit peu aborder ça avec toi. Et très OK. souvent, les jeunes en formation de coaching, là, donc plutôt côté BPGEPS, Ouais. se posent pas la question des intensités d'échauffement. Mmh. Et avec des outils faciles comme le talk test, qui te permettent de dire, tu mets quelqu'un sur un ergo, tu discutes avec, tu lui demandes comment s'est passée sa journée. Si au bout de 3 minutes, parce qu'on sait qu'on a une certaine inertie cardiaque, au bout de 3 minutes d'activation, donc le cœur il s'est mis progressivement à s'adapter à l'intensité demandée par le corps, tu plus capable de parler, t'es complètement oxy. Bon, potentiellement, c'est que là, l'intensité que tu mets sur l'ergo, sur le tapis de course, sur ce que tu veux, c'est Ouais. déjà beaucoup trop intense, quoi. Là, t'es OK. déjà monté, tu en train de ventiler, et cetera. Alors que potentiellement, si tu te dis: t'as besoin de 10 minutes», tu pourrais Mmh. faire la même chose que la gamme montante en renfo. Ça serait, tu commences à toute petite intensité, tu fais 3 minutes parce qu'on sait qu'on met, entre 3 et 5 minutes à stabiliser en fonction des cinétiques. Au Mmh. bout de 3-5 minutes, tac, tu rehausses un tout petit peu ah, ça surprend, ça remonte un petit peu en température. Tu fais ça Mmh. 3-4 fois, tu as fait une petite incrémentation, tu fais monter le cardio, et dépendamment de si tu vas faire une séance de VO2 où là, tu vas Ouais. vraiment ventiler, ouais, la fin de ton échauffement, ce serait bien que ce soit à peu près dans les tours. Ou au Ouais. contraire, si c'est pas du tout le cœur de ta séance, ça sert à rien de sortir avec le t-shirt trempé. On le voit aussi un petit peu en EPS avec des, des amis qui sont profs EPS, parfois ils ont des gamins sur des séances enfin, sur des cours d'EPS, à la fin de l'échauffement, comme tu dis, en fait, ils ont déjà plus de Rincé quoi. ressources.
Ouais, ouais, Ils ont fumé leurs ressources juste parce qu'ils sont en train de s'échauffer à la même intensité que le copain. ouais. Sauf que, bah, ils ont pas les mêmes ressources énergétiques, mentales, et cetera. Et qu'en Mmh. fait, à la fin, ils sont déjà, au bout de 10 minutes, oxy. Et puis Mmh. comment tu fais pour donner à ces gens-là, à ces jeunes-là, l'idée que le sport, c'est la santé et que c'est pas de la souffrance, que c'est pas de la honte parce que moi, je suis déjà cuit alors que les autres, ils sont faciles. Ouais, c'est Il y vrai. a il y a aussi un enjeu de société là-dedans, c'est être capable de gérer les intensités pour amener dans des intensités plaisir, pour par la suite donner la perspective que, ah oui, on peut faire un effort sans que ce soit irrémédiablement dur, Mmh et horrible, quoi. qui t'amène à la rupture, à l'échec, etc. Mais je trouve que on peut faire même le parallèle avec la course à pied, tu vois? Souvent les gens disent: «J'aime pas courir», Ouais, parce qu'ils ont l'impression que je passe un peu du coq à l'âne, mais parce que, ils ont l'impression que courir, c'est, se mettre une cartouche à chaque fois et être complètement, et j'ai eu cette perception-là pendant longtemps. J'étais persuadé que je détestais la course à pied. Je disais: «Mais non, mais les gars, mais comment vous pouvez courir? C'est horrible» et depuis que j'ai découvert la zone 2, notamment, depuis enfin j'ai beaucoup suivi ce que fait, Shaun de la chaîne Upside Strength. Je prononce pas super bien, mais qui est aussi, je le mets, un peu à ton niveau dans le sens où il balance tellement d'informations gratuites, hyper intéressantes sur l'endurance et cetera. D'ailleurs j'adorerais un jour l'avoir, dans le podcast. Et ben, bref, bah, depuis que je suis un peu ce qu'il fait depuis quelques années, bah, je me suis mis à la course à pied et game changer, en fait, j'ai découvert la zone 2, la zone fondamentale et en fait, maintenant je cours 4 fois par semaine alors que tu m'aurais dit ça avant, je t'aurais dit: «Bah, jamais je vais courir». Après ça, j'entends qu'on peut ne pas aimer courir, c'est totalement OK, hein, mais je pense que parfois on n'aime pas courir pour les mauvaises raisons. totalement. En Et donc je pense que c'est important que la population générale se rende compte que c'est OK, il y a pas de honte de faire 3 minutes de course, 1 minute de marche, répéter 10 ou 15 fois, c'est OK. Et que déjà, ça, c'est de la course à pied. Et en fait, la difficulté, c'est de faire comprendre aux gens, à la population dont c'est pas le métier, qu'il existe des intensités dans lesquelles on prend du plaisir parce que ça sécrète des hormones qui sont agréables, des intensités dans lesquelles on prend pas du tout de plaisir parce que ça sécrète des réactions physio qui nous mènent irrémédiablement à l'échec. Ouais. Seulement, il y a des trucs intéressants, c'est on s'aperçoit quand on prend une partie de population de notre aîné, puis on les envoie sur de la course à pied, on va naturellement se mettre à une intensité où on va réussir à tenir, mais en même temps, ça va être dur. Ouais. Et c'est pile poil, en gros, les intensités seuil entre nos seuils ventilatoires et où on ventile comme des dingues. Mmh. En même temps, on court pas très vite, mais en même temps, on pourrait pas courir beaucoup plus vite, mais on n'est pas facile. Ouais. Et donc, tu crées du dégoût parce que sensation d'acidose, enfin tous les phénomènes, ventilation, tous les phénomènes qui font que c'est l'effort pas agréable. En gros, ça serait les intensités de course le jour où tu fais une compétition, quoi. Ouais. Mais C'est pour ça. prendre du plaisir, tu devrais pas du tout être là-dedans. Et le gros piège de, à mon avis, la majeure partie de la population, c'est que par rapport à nos capacités cardio, quand on s'entraîne pas, on est pile poil à un truc où l'intensité de courir doucement est déjà Mmh. trop élevée. Ouais. Parce que si tu as un VO2 à, on va parler en VMA pour que ce soit des kilomètres heure, pour que ce soit plus facile à se projeter. Si tu as une VMA qui correspond à 13-14 kilomètres heure, qui doit être un truc un peu moyen, si tu prends 50% pour être à peu près sûr que tu es vraiment en dessous de ton premier seuil ventilatoire et que tu es dans une aisance respiratoire, Mmh. ça veut dire la moitié de 13, tu es à 7, tu es à 6,5, 7, quoi. Ouais. 6,5, c'est de la marche rapide. Ouais. Sauf que quand tu vas courir, comme tout le monde se met à courir, tu vas Ouais. courir sur les quais de ta ville Ouais. pour te montrer, pour, pour enclencher Strava et pour faire la Ouais. photo, pour montrer que tu cours. Évidemment, toujours. Et tu vois le mec ou la nana hyper affûté parce que ça fait 10 ans qu'elle fait des 10 kilomètres qui passent à côté de toi, bah forcément tu vas essayer de la tenir ou de le tenir un peu. Et en fait, tu vas naturellement te mettre dans un truc qui est pas adapté à tes besoins, Ouais. mais t'auras couru, quoi. Mais t'auras pas pris de plaisir et t'auras pas compris qu'on peut prendre du plaisir. Et Mmh. si les gens se mettaient d'abord à marcher rapidement, de temps en temps se faire une séance de course, pas agréable, mais qui permet de progresser pour que par la suite, courir doucement soit agréable, bah là, tu comprends un peu plus tous ces niveaux, quoi, ces logiques Mmh. d'intensité, quoi. Et ça devrait être aussi de la santé publique, hein.
Mais carrément, c'est Faire la promotion du sport santé, sans amener ça aux gens. Encore une fois, quand tout ce que tu as connu dans ta vie, c'est le PS, où tu étais, le petit gros, la petite grosse, où tu avais 2 en notes et puis que en plus tu étais tout le temps dans le rouge de tes ressources. mmh C'est difficile quand tu as mis tout ça de côté jusqu'à 30 ans et puis tu te dis: «Allez, je voudrais refaire des efforts parce que, esthétiquement, parce que en termes de santé, je sais qu'il faut, parce que» et cetera et mh. cetera. Bah, se remettre à l'activité quand tout ce que tu as vécu, c'était ça, heu, il y a pas mal de choses à changer, quoi. Bah, ouais, moi, tu sais, quand je courais à l'école, quand j'étais beaucoup plus jeune, bon, j'étais pas le petit gros parce que j'ai la chance d'avoir toujours été, quelqu'un d'assez, filiforme, donc 50 kilos tout mouillé. Mais par contre, j'étais vraiment une clinge en cardio et c'était une vraie souffrance parce que j'étais toujours dans les derniers en cardio, parce que, je sais pas, j'étais juste nul. Je pense on a aussi une capacité de Mmh. base, on ne démarre pas tous avec la même pile et du coup, j'étais longtemps persuadé que j'étais vraiment, pas fait pour la course à pied et comme tu dis, je pense juste, j'ai même beaucoup de patients qui me disent, «Ouais, non, mais la course à pied, j'ai couru 2 3 fois et j'ai eu mal au genou, c'est pas fait pour moi». Je leur dis: «Mais vous avez couru combien?» «Ouais, j'ai essayé, 5-6 kilomètres». Je dis: «En une fois?» «Ouais, ouais», je fais: «Mais ouais, mais c'est déjà beaucoup 5 kilomètres d'un coup pour quelqu'un qui a jamais couru». Enfin, moi, quand j'ai commencé à courir il y a 2 ans et demi, donc c'est il y a pas si longtemps, beh, franchement, j'ai commencé par, une sortie de 3 kilomètres, je pense, juste pour voir comment je Ouais, tolérais bah, totalement. Mmh. et puis j'ai fait 5 kilomètres, mais je courais à une allure, mais je courais à du 7,5 au kill, donc vraiment et pourtant, je fais de la salle et tout, enfin, tu vois? J'ai dû prendre sur moi pour me dire: «Tu cours très lentement par rapport» les gens me dépassaient et cetera. Bon, je suis pas du tout, une élite, hein, maintenant, mais je me suis forcément, j'espère, quand même amélioré. Mais par contre, oui, mes premiers runs, c'était ça, 7:30. Mon tout premier, je pense, c'était 8. Je me disais: «Non, il faut pas que je me blesse, je vais y aller vraiment très» c'était de la marche rapide, mais plus et en fait, je touche du bois, ça a permis jusqu'à maintenant que je me suis jamais blessé, mais je pense que si j'avais commencé par un 10 kills direct, j'aurais une petite Ouais. tendinopathie quelque part, hein. Mais puis quand tu vois justement, ça me fait penser à Blaise Dubois de la clinique du coureur Ouais, quand tu regardes un peu ce qu'il post-tendinopathie, ce qu'il propose, où c'est des 3 ouais, fois 500 mètres. ouais, Évidemment, quand tu as l'habitude de faire des SMI ou quand tu es hypé par les communications des réseaux sociaux, parce que ça aussi c'est terrible, ouais, c'est que tout devient accessible. Et ouais, même aujourd'hui, quand tu vois l'UTMB, où tu ouais. pars sur des 160 kilomètres, et en fait, tu as des gens qui voient ça, qui n'ont jamais couru, et puis ils se disent: «Ah, dans 2 ans, je le fais». Mmh. On Ouais, commence déjà par prendre du plaisir, commence par courir, par faire un 5 km, mais il y a un truc de, alors forcément phénomène de mode, comme il y aurait dans n'importe quelle discipline, mais ça peut être dangereux par rapport à ça, quoi. et Et, et et non, courir ouais. 500 mètres, c'est pas une honte en fait, si c'est ce dont ton corps a besoin à l'instant T pour, dans 3 semaines, passer à 1 kilomètre, etc., etc., quoi. Progressivité. Beh, je pense qu'en tu vois, un truc qui rend la course, c'est marrant, là, on part sur un podcast course à pied, c'est incroyable ce qui se passe. Mais Il faut une pas, il non, faut. mais non, mais une dernière chose, je trouve qu'un truc et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux patients, qui fait que la course à pied, c'est hyper vicieux en termes de blessures et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens se blessent, c'est que tu as pas de limite, en fait. C'est-à-dire, si demain tu veux courir 10 kilomètres, souvent tu es capable de le faire. Même si tu as Ouais, jamais couru, tu auras un peu mal aux articulations, mais ton corps va te permettre de le faire parce que c'est un peu plus habituel quand même dans ce schéma-là. Que par exemple, si tu veux aller faire une barre à 100 kilos au deadlift, que tu n'as jamais fait de deadlift, la barre va juste pas se lever et ouais. fin de l'histoire. Et je pense que ça, c'est le truc dans lequel beaucoup de patients tombent. C'est en fait, tu connais tes limites en course à pied que quand tu les as dépassées. Et quand tu les as dépassées, généralement, ça, on te le fait bien payer. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, les gens, ils se disent: «Oui, non, mon corps m'arrêtera», mais en course à pied, il t'arrête souvent un peu tard, enfin, je trouve. Ouais. Et quand ça arrive, c'est chiant parce que c'est une activité cyclique et enfin, bon, bref, mais du coup, je pense que c'est pour ça que c'est vicieux quand même la course à pied, Et là, mais tu bon. prends des plateformes de force, on revient aux outils de tout à l'heure, tu prends des plateformes de force et tu fais faire Ouais, juste 2 appuis en course, ouais. et tu regardes la charge Mmh. en unipodal, où tu te C'est retrouves énorme, à hein. 2 fois et demi ton poids de corps. Et maintenant, on va transférer ça sur une barre en squat. Oh bah non, non. Ouais. Et sur un temps de contact, on revient exactement à notre analyse de ce qu'on disait tout à l'heure, force, vitesse, temps. Mmh.
on est sur de la pliométrie, de la petite pliométrie, mais on est sur de la pliométrie. Et si Ouais. déjà t'as pas l'habitude de marcher, de faire du sport, et que tu passes tout de suite sur 1000, 2000, 3000 appuis pliométriques, euh, il y a un moment, il va y avoir de l'usure quelque part à un étage, quoi. Ça peut mal se passer. Ok. Ben, alors, ici, ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est ensemble. J'aimerais finir ce petit podcast par une espèce de mini quiz. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. On le faisait il y a quelques mois dans le podcast, puis j'ai arrêté. Et puis quand ça se met, je me dis que c'est sympa à faire. Où je te pose 10 affirmations que tu n'as pas eues même à l'avance ni rien. C'est ça qui est marrant. Et tu me dis oui ou non, c'est-à-dire oui, je suis d'accord avec ça, ou non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ok. Et après, je suis pas un salaud. On peut débattre sur certaines T'es- choses parce que je sais que c'est très clivant et c'est le but, c'est d'essayer de se positionner. Mais si tu veux apporter de la nuance, brève, parce que sinon on est parti pour un podcast de 6 heures. Ça me dérange pas, mais on va fatiguer. Mais voilà, c'est possible d'apporter de la nuance évidemment après. Ok. Mais voilà, je vais te lister. Chaque fois, tu me dis oui, non, selon ce que tu penses. Ça va? Ok. Alors, donc, première, les foam rollers sont indispensables dans un programme d'entraînement. Oui. La mobilité est la base de toutes les qualités physiques. Non. Le travail avec échelle de rythme est intéressant. Oui. Tous les exercices sont fonctionnels, donc le terme n'a que peu de sens en soi. Oui. Les étirements statiques nuisent à la performance. Non. Gagner en muscle signifie perdre en souplesse. Non. Le deep squat est dangereux pour les genoux. Non. Le renforcement musculaire est sain et sécuritaire pour les enfants. Oui. Le meilleur moyen de renforcer la sangle abdominale est le gainage. Oui. Et avoir des courbatures est signe d'un entraînement réussi. Non. Alors, c'est fait exprès pour aborder aussi certaines. C'est presque des mythes ou parfois qui sont véhiculés, mais je trouve ça intéressant. Est-ce que tu as une chose sur laquelle tu aimerais revenir? Donc, foam roller, mobilité, échelle de rythme, exercice fonctionnel, étirement Ouais. statique. Je te les Bah, répète, hein, mais. il y a pas mal de trucs qui sont un peu contextuels. Tu vois, foam Ouais, roller, évidemment que non. Mais en même temps, c'est aussi de se mettre dans un truc routinier. Et si on pouvait avoir des routines, de se dire, bah, c'est mon moment mobilité, parce que parfois les étirements ou des amplitudes, c'est plus compliqué. Donc, ouais, tu vois, c'est prendre des bons pourquoi pas. réflexes, je trouve ça cool. De la Mhm. même façon, les échelles de coordination, bah, c'est ultra limité. Ouais, Mais tu fais faire ça, enfin, moi, tu fais faire ça à des gosses, ils développent plein de choses. Et ouais. puis parfois, tu fais faire ça à des stapiens et, et ils développent plein de choses. Et C'est donc, ludique un peu. et, Ouais, du moment que tu apportes des contraintes, c'est toujours intéressant. Et puis là, l'outil est ludique. euh, ouais. Mhm. Ça peut Ok. être un échauffement, ça peut. Les étirements Euh, statiques nuisent à la performance. mais moi, je suis de la génération des petits footeux qu'on n'a pas étirés. Et Ouais. parce que ça nuisait à la performance. Et aujourd'hui, j'ai le corps d'un cinquantenaire. Et je me bats toujours contre plein de problèmes, tu vois. Ok. Donc non, je préférerais qu'on introduise la mobilité, la souplesse au quotidien. Mhm. Évidemment pas dans des proportions d'un gymnaste, Ouais. mais en tout cas pour faire du sanitaire parce qu'on a cassé un paquet de gamins, quoi. Ouais. Ok. Avec Ouais. des études qui, oui, sont justifiées sur Ouais. l'instant T, mais en plus, quand on regarde tu vois, la fameuse étude qui a impacté tout ça, c'est des étirements passifs de longue durée avant un sprint, quoi. Ouais, c'est hyper C- contextuel. Ça n'a aucun sens, C'est quoi. c'est ça. Et ouais, c'est ça. En fait, qui fait C'est ça, tu vois? voilà, 3 fois Enfin, 90 secondes avant de faire ouais. un effort maximal. Enfin, évidemment que ça n'existe pas dans un contexte normal, alors que tu pourrais très bien faire du passif avant de sprinter, Mhm. si tu as une gêne, si tu as une raideur, mais Ouais. tu ferais jamais 3 fois 90 secondes, format protocole scientifique. Et surtout que ces effets sont un peu compensés dès l'instant où à la limite, tu t'étires, mais après, tu te réchauffes, tu vois, Tu redynamises. tu redynamises. Dès l'instant où tu fais ça, selon ce que j'ai lu dans les papiers, ça contrebalance et c'est OK, en fait. C'est juste Ouais.
ouais, il faut pas te mettre sur la piste, t'étirer te mettre une cartouche d'étirement et puis directement tu fonces en sprint. Mais Bah, puis dans le pire des cas, tu ouais, cours un peu moins vite, quoi. oui, c'est ça. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai longtemps été anti-étirement avant la performance parce que je me basais sur ces études-là Ouais. et j'étais resté là-dessus en me disant, ben non, mais ça a été prouvé que. Et en fait, c'est intéressant parce que comme tu dis, on se rend compte que c'est tellement contextuel que est-ce que et ça s'applique encore moins pour nous en kiné, tu vois, je trouve. En kiné, nous, c'est presque l'inverse. Tu as des étirements ou même de la mobilité qui parfois est antalgique pour le patient. Donc, il va Ouais. faire un truc, et ben il va dire ah ouais, mais en fait, moi, ça me fait du bien quand je fais ça. Je cherche même pas à comprendre pourquoi. Je dis ben fais-le en fait. Si ça te permet après de faire ton exercice sans douleur au genou, si ça te permet de refaire du squat, mais vas-y, si ça te fait du bien de faire les ouvertures avec un élastique pour les hanches, si ça soulage ta douleur et que enfin, c'est hyper puissant même pour le patient quand tu arrives à moduler ses symptômes, bah, il te regarde avec des grands yeux, il dit waouh, incroyable. Alors que voilà, on comprend pas toujours pourquoi ça fonctionne, mais si ça fonctionne, moi je prends. Donc Ouais, totalement. tant que c'est le Mm. discours derrière n'est pas aberrant en disant j'ai remis quelque chose en place ou tu vois des trucs un peu des fausses croyances qu'on pourrait propager, mais ok. Et gagner en muscle signifie perdre en souplesse. Ça, tu m'avais dit quoi, oui ou non? Parce que ça a été J'ai très vite même pour moi. j'ai dit non, je pense. Ouais, ouais. Alors oui, quand tu vas sur du culturiste ultra développé, Mhm. bien évidemment que si tu as une masse musculaire plus importante, normalement tu as une perte de range of motion si ton biceps est tellement gros que tu peux plus appuyer Ouais, dessus. Mais par contre, c'est ça. la raideur où t'arrives plus à bouger, tu peux pas tendre le bras, c'est que tu sais pas t'entraîner, quoi. Ouais, puis c'est pas. En fait, là, du coup, c'est un problème de place, tu vois, avec le biceps. C'est pas un C'est ça. problème de raideur tissulaire, vraiment. Parce que j'ai encore vu sur scène des gens qui faisaient un grand écart en body. Alors, est-ce que c'est peut-être un bon exemple ou pas? Je sais pas, mais je trouve que c'est quand même une bonne preuve que bah, tu peux avoir des cuisses énormes et structurellement, en fait, assez souple. Surtout qu'on sait maintenant que l'entraînement avec charge en amplitude complète permet de travailler cette mobilité et de travailler la souplesse des Ouais, tissus. Parce qu'au final, le corps, il fait pas toujours la différence entre ah non, mais il fait un squat, donc ça va pas améliorer la mobilité. Tandis que quand tu tires sur une structure, enfin, donc ça, je pense, c'est aussi à garder en tête, c'est que du deep squat, ça va travailler pas mal de mobilités qui sont intéressantes, que ce soit cheville, genou, hanche, qui vont parfois être comparables à ce que tu peux tenir avec des étirements passifs ou d'autres choses. Donc voilà. Ok, trop bien. Et j'ai fait exprès de poser la question pour le renforcement musculaire chez les enfants parce que je trouve que c'est très intéressant de sensibiliser là-dessus, ouais, que c'est pas mal de mettre une haltère dans la main d'un enfant, si tant qu'elle soit ajustée à ses capacités, mais que c'est ok en fait et que ça va pas l'empêcher de grandir. C'est des vieux mythes, mais que j'entends encore dans mes patients. ouais, Et totalement. donc, c'est pour ça que j'ai fait exprès de la poser. J'ai été confronté à ça de façon assez intense parce que quand j'ai commencé la prépa physique, j'ai bossé en club de handball sur du centre de formation. Ok. Et en fait, la première chose à laquelle j'avais pas du tout pensé, c'était forcément si tu es avec des jeunes, ça veut dire que tu as les parents dans les tribunes. Ouais. Puis toi, tu fais tes séances, tu réfléchis à ton truc, machin, puis en fait, vient une séance de renfo, et puis bah, ça commence à prendre des kettles, des machins, on travaille les trajets, mais tu sais, même des barres à vide ou des trucs. Ouais. Et là, tu te confrontes à post-séance. Alors ça, les gens étaient quand même respectueux, c'est qu'ils venaient pas faire chier pendant la séance, quoi. Ouais. Mais par contre, tu dois derrière aller défendre ton bout de gras Ouais. sur bah moi ma fille j'ai pas envie qu'elle arrête de grandir ou qu'elle ressemble à Schwarzenegger Ouais, le et fameux. tu tombes dans tous les trucs et tu te dis waouh, alors moi je veux bien vous. Et en fait on en avait même discuté avec le club, c'était en fait moi j'ai pas de temps à perdre avec ça, donc c'est un moment on réunit tous les parents, Mhm. je fais un PowerPoint Ouais. et puis bah tu fais ce pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube, quoi. Ouais. C'est
dans mon contexte, je veux pas qu'on me fasse chier parce que je sais à peu près ce que je fais, quoi. OK. Et s'il faut que je vous le prouve, je vais vous le prouver. Mmh. Heu, Mais une fois et pas mais 40 quoi. voilà, c'est ça. Mais, pas se battre à chaque entraînement parce que, chaque fois que tu utilises une nouvelle méthode d'entraînement, tu vois ça va pas du tout les choquer de voir de la pliométrie ou de Mmh. voir, des pompes à poids de corps. Ouais. Alors que la tension que tu peux mettre, quand t'as pas les fixations scapulaires, que t'es pas capable de pousser ton poids de corps en pompe, Mmh. ça va pas les choquer que la gamine, elle s'effondre et puis, qu'elle soit positionnée n'importe comment. Ouais. Par contre, les mettre sur un banc avec, 2 haltères de 4 kilos juste pour faire du trajet moteur et de l'apprentissage moteur, quoi. Ouais. Alors là, folie, quoi. Attention, C'est attention. alors Ouais. que ça paraît du bon sens, hein, mais encore une fois, en fait, faut pas se moquer, faut essayer d'apporter des éléments c'est tout prépa et performance découle de ça, quoi, hein. OK. Il y a un moment, tu le fais une fois et puis, au besoin, tu copies-colles le lien de la Le vidéo, lien puis et puis t'envoies allez voir la vidéo quoi. pour perdre un peu moins de temps, quoi. OK. Et ben, écoute, trop bien. Je pense que c'est une belle façon voilà, de terminer progressivement ce podcast. Ça fait, l'horloge parlante ici, tu sais, ça fait 2 heures et demie qu'on est ensemble. Mais voilà, c'est trop chouette en tout cas de t'avoir eu sur le podcast. Comme je le dis, il y a quelques années, je te regardais, avec admiration sur YouTube et maintenant, je t'ai sur le podcast et c'est vraiment pour moi une belle évolution professionnelle de me dire que voilà, j'ai la chance de discuter comme ça avec toi. Et merci pour tout ce que tu as apporté à ce podcast ici, à cet épisode. C'était vachement chouette. Je pense qu'il y a beaucoup à en retirer. Voilà, 2 heures et demie, c'est pas mal quand même d'informations comme ça. Les gens nous écouteront probablement plusieurs fois. Les Donc, pauvres. ouais, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, si jamais vous hésitez, non, si jamais, n'hésitez pas, je le redis encore une fois, allez faire un tour sur la chaîne de Jason et aller faire un tour aussi sur son livre. Je mettrai le lien de ton livre en description C'est aussi. gentil. J'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans, ni même de me le procurer, mais c'est dans ma to-do list, donc j'y manquerai pas. Cool. Mais en tout cas, voilà, mille merci à toi Merci à d'être toi passé pour ton ici. invitation. C'est toujours déjà un plaisir d'échanger sur nos domaines et puis d'autant plus de créer du lien, kiné prépa parce que je pense qu'il y en a besoin surtout, quand on voit les guéguerres de clochers qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être, puisque Ouais. au contraire, on devrait tous, essayer de tirer dans le même sens et puis de s'entraider. Donc, au contraire, ce genre d'initiative, j'avais déjà eu l'occasion de le faire, sur des congrès, avec Full Physio, qui proposait du contenu de formation et cetera et moi, c'est toujours un plaisir. Je sais pas si j'apporte quelque chose, mais en tout cas, c'est un plaisir de le faire et j'espère, au qu'on se recroisera, en vrai pour partager une bière et Avec grand plaisir. et du côté de Bruxelles, il doit y avoir des trucs sympas et et professionnellement, parce que moi, c'est toujours vraiment un plaisir de pouvoir amener ma petite pierre à l'édifice, humblement. Ah ben, c'est trop chouette. Et comme tu l'as dit, effectivement, tu as fait une masterclass avec Full Physio aussi, Ouais. que j'ai oublié de citer. Donc voilà, allez voir, faites un tour. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire. La chaîne de Jason, la masterclass, le livre, bref, plein de choses. Mais voilà, un grand merci à toi. Et puis, ben, je te souhaite une très, très belle journée. Et puis, De même, ben, à très bientôt aussi, j'espère. avec Salut, ciao, plaisir. ciao. Salut. Alors avant de te quitter, simplement un petit message pour te remercier, toi qui es en train d'écouter ou de visionner ce podcast. Je ne sais pas si tu nous regardes plutôt sur YouTube ou si tu nous écoutes plutôt sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Bref, il y a plein de façons de nous consulter. Mais donc voilà, merci beaucoup simplement, mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à nous visionner chaque mois sur Entendons. C'est vraiment un énorme cadeau pour nous de voir qu'il y a un tel engouement derrière le podcast, que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à même nous faire vos suggestions en message privé. Bref, c'est vraiment une énorme récompense pour nous. En plus de ça, eh bien, vous êtes beaucoup à nous mettre des notes 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et ça aussi, c'est hyper précieux. Ça peut sembler bateau parce que je me doute que dans tous les podcasts, vous entendez la même chose. Mais en tant que créateur de contenu et en tant qu'hôte de ce podcast, à titre personnel, je peux vous le dire, c'est vraiment une énorme récompense pour nous, mais de voir au moins que vous mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça peut sembler rien, mais je vous assure que ça permet non seulement de nous référencer davantage, mais également ça nous donne un feedback direct de ce que vous avez pensé de ce podcast. Donc voilà. Encore une fois, mille merci. N'hésitez jamais à venir nous faire une suggestion, que ce soit pour un invité ou une invitée que vous aimeriez voir, une thématique ou bien
d'autres choses, on est vraiment ouvert à tout. Si jamais vous voulez en discuter, eh bien, n'hésitez jamais aussi à nous envoyer un mail, soit sur mon adresse mail augustin@fullphysio.com ou bien, eh bien sur nos canaux, que ce soit sur Instagram, etc., en message privé. On essaiera toujours de répondre dans les plus